Bonsoir à tous, je vais vous présenter un petit peu la saison qui s'appelle Terre, Fibre, Bois, Pierre, révéler les ressources varoises. Les ressources, on les voit au sens matière, matériaux, mais aussi savoir-faire. Parce que dans la définition de ressources, il y a aussi ce qui est possible en tant qu'humain. Et ce soir, nous accueillons Magali Rastello, qui est designer et enseignante à l'école des beaux-arts et du design de Toulon, TPM. Alice Mortamé et Emmanuel Stern de Anatomie d'Architecture, qui sont des constructeurs en bio et géosourcés, donc terre crue, bois, paille et autres fibres. Et architecte. Et oui, archi. Et qui sont aussi formateurs. D'ailleurs, ce sont eux qui nous animent les ateliers grand public et scolaires qu'on propose au cours de la saison. Vous avez tous eu des petits programmes, les petits dépliants qui étaient sur vos chaises. Vous avez tous les rendez-vous des 3 mois du printemps. Après, on a Guillaume Cotineau, qui est un artisan, qui nous a fait notamment l'enduit qui est au premier étage, en participatif avec toute l'équipe du CAUE, que vous pourrez aller voir après si vous voulez. Il y a des échantillons là, on en parlera tout à l'heure. Et Stéphanie Martin, qui est fabricante de matériaux de finition à base de chaux. Voilà, donc on a essayé de vous réunir un panel de différents corps de métier, puisque ce soir, cette table ronde s'appelle Gestes et savoir-faire. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question à tous, du coup. Sur vos petits livrets, on a choisi de ne pas faire de projection pour que vous puissiez échanger dans un mode moins frontal. Sur le livret, vous avez de la place pour prendre des notes, à noter les photos quand les intervenants parlent de nous. On va faire des renvois de pages si vous voulez. Donc les visuels sont sur le livret. Et la première question, c'est, pour tous les 5, pouvez-vous nous expliquer, chacun votre tour du coup, comment vous en êtes venu à travailler avec ces matériaux, quels sont vos matériaux de prédilection et quand dans votre parcours et pourquoi? Ça fait beaucoup. Et j'aimerais commencer avec Magali. Alors, moi donc, je suis enseignante à l'ESAD TPM sur la question des ressources et des savoir-faire. Et je suis designer donc de formation. Je suis designer indépendante et on a monté un studio de design qui s'appelle Magma. On est installé dans le centre Var avec mon compagnon Marcelo Malo. Et donc on travaille ensemble avec la terre au départ plutôt cuite, même si on commence à s'intéresser aussi à la terre crue, voilà, plus récemment. Et donc on s'intéresse à croiser des techniques ancestrales, je dirais, ou des choses plus traditionnelles et de la conception numérique. Et on avait, en tout cas moi j'ai commencé à travailler avec la terre, avec l'argile, dans le cadre d'un projet collaboratif. Je ne travaillais jamais la terre avant. Il y a eu un premier projet qui était autour de la sensibilisation sur les plantes spontanées en milieu urbain et les plantes des friches. Et le médium terre se prêtait très bien à avoir quelque chose à créer un événement collaboratif, à faire que tous les âges et tous les publics puissent participer et réussir à produire des pièces avec des empreintes de plantes et à créer du dialogue autour du végétal. Donc c'est né comme ça. Vous avez les créations de Magma à partir de la page 4 et 5. Donc depuis là, un peu plus de 4 ans, on est installé dans le Var et on travaille avec de la terre, avec différentes manières de travailler la terre et notamment l'impression 3D. Donc on a un atelier avec une machine, un petit atelier de céramique et on travaille avec la terre de Salerne depuis pas mal de temps, de plus en plus dans une logique de travailler avec des ressources locales au maximum. Et tu as aussi proposé à tes étudiants de deuxième année de design à l'ESAD, du coup, de travailler avec cette terre. Vous avez les projets, les expérimentations qui sont à l'étage, si vous allez voir. Voilà, on a travaillé avec justement les matériaux terre qu'on a pu trouver à Salerne. Donc l'argile qui provient du GIE de Salerne, un groupement d'entreprises qui produisent des carreaux pour avoir leur propre, qui se sont mis ensemble pour avoir leur propre gisement d'argile.
donc on peut se fournir là-bas pour l'argile, et aussi avec les déchets de terre, donc tout ce qui est les résidus de la production de cette argile, parce que l'argile c'est les parties les plus fines, donc tout ce qui est déchets aussi qui a été une matière sommière, et aussi avec une entreprise qui s'appelle Terre Cuite des Launes, tout ce qui était leur revue, que ce soit terre cuite ou terre crue, tout ce qui était en bout de course, quoi. Parce que Gauthier utilise beaucoup les terres cuites, mélangées dans les terres crues pour... D'ailleurs, aussi les briques, tout ce qui est aussi les chamottes, Ouais, les chamottes, c'est tout ce qui fait différents types de terre, elle est réutilisée. Mais pas systématiquement dans les ateliers. Aussi avoir des bon, la cuite, c'est 1400 degrés. Ça s'approche du cible. Hein? En tout cas, comme exemple derrière, vous avez des briques justement faites avec les déchets de pain d'argile, enfin d'une fabrique de pain d'argile à Salerne, qui enlève du coup une grosse partie de l'argile de la terre et qui laisse du coup un déchet de terre où il reste un peu d'argile quand même, mais beaucoup moins, et qui permet de faire notamment des briques, des éduis, etc. Vous avez un tas au coin là, qui reste en vrac de terre. Un peu magique, ouais. Un peu magique. C'est le déchet parfait. Mais du coup, on peut enchaîner avec votre pratique, l'anatomie d'architecture. Oui. Alors, comme Julie l'a dit, nous on est un peu à la fois, on est une activité assez hybride dans la SCOP où on est 4, dont 3 architectes de formation. Et après, on est aussi spécialisé dans les constructions en terre crue, donc on est à la fois architecte, artisan et formateur. Après, dans les 4 personnes, chacun a aussi un peu ses spécialités. Et du coup, pour la découverte, comment on en est arrivé là plus personnellement, moi j'ai été formée d'abord à l'architecture du coup et en fait en première année d'architecture j'ai arrêté parce que finalement ça me plaisait pas énormément, le côté assez créateur, égocentrique, enfin j'y voyais pas vraiment de sens et finalement j'y suis retournée et en deuxième année d'architecture je me suis quand même un peu accrochée et en deuxième année j'ai fait un stage en Argentine où je devais faire un inventaire des constructions en Adobe, donc c'est des briques de terre crue, pour un architecte, mais vraiment un peu par hasard. J'avais envie de voyager, j'ai trouvé ce stage, je me suis dit allez. Et du coup, j'ai découvert, vu que j'ai fait un inventaire sur les constructions en briques de terre crue, j'ai découvert ce matériau. Et c'est un peu comme ça que j'ai trouvé du sens aux études d'architecture. Enfin, en fait, du coup, j'ai dû faire un rapport de stage dessus, donc creuser un peu d'où venait ce matériau, qu'on pouvait construire en terre crue, etc. Je me suis rendu compte aussi, en faisant ces recherches-là, que je venais de Lyon, qui est en fait une ville beaucoup construite en terre crue, que je venais d'un quartier où il y a des immeubles de 20 mètres de haut construits en pisé, donc en terre crue compactée. Donc je me suis dit, c'est quand même hallucinant, à l'école d'architecture, on m'a jamais parlé de terre crue, alors que je vis dans une ville où il n'y a que de la terre crue, que c'est un matériau hyper écologique, qui a du sens, parce que on commençait à avoir des préoccupations écologiques à cette époque-là, c'était en 2010, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je commençais à en avoir. Et du coup, j'ai commencé à faire mes projets d'architecture en terre, enfin mon projet de licence en terre et bois, où mes profs m'ont quand même dit que j'étais en train de construire un safari à Lyon, alors que j'étais en train juste de faire du pisé, qui est une technique très répandue dans la ville. Donc je me suis un peu frottée aux vieux de la vieille qui sont encore sur le Corbusier et le béton des années 70. Donc l'enseignement des écoles d'architecture n'était pas très à la page, en tout cas à cette époque-là. Et du coup, après, je suis partie en année de césure où je travaillais 1 an sur des chantiers en terre crue et bambou. Enfin, essentiellement terre crue et bambou. Là, il y avait plein de techniques différentes en Équateur. Du coup, pour mettre la main à la pâte, j'ai toujours aimé le côté aussi artisan, quoi. Et ce qui fait qu'après j'ai continué le master sur aussi master sur les matériaux biosourcés et géosourcés qui était pour le coup quand même proposé à Lyon. Et après au DSA architecture de terre à Grenoble, qui est une formation de 2 ans de spécialisation sur les techniques de construction en terre crue, qui ne forme pas que des artisans, c'est un peu en fonction de tes stages derrière. Voilà, mais du coup, moi j'ai toujours travaillé un peu sur des chantiers en cabinet d'archi et maintenant on fait toujours un peu des deux. Et du coup, on est aussi formateur parce qu'il y a besoin de sensibiliser à ces techniques-là et il y a un gros manque d'artisans sur les techniques de construction en terre crue et fibre et réemploi parce que c'est des techniques. Enfin, la terre va pas toute seule, elle va avec la paille, le bois. Du coup, on est aussi pro-paille et voilà, c'est un ensemble de matériaux qui ont du sens en tout cas pour nous aujourd'hui. Alors,
Donc effectivement on travaille, on est 4, il y a 3 architectes et moi j'ai été plutôt formé, je viens de l'anthropologie, plutôt des sciences humaines et sociales, et c'est à travers l'anthropologie que j'ai aimé commencer à me poser des questions sur la société, essayer de la décrire, essayer de comprendre que les choses qu'on fait en disent long sur nos conceptions des choses. Et du coup, petit à petit, en fait, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était notre manière de s'approprier les lieux de vie en faisant des espèces de recherches assez longues sur l'habitat autogéré, comment on peut être un groupe d'humains aujourd'hui, en Allemagne par exemple, mais c'était, on va dire, dans nos sociétés occidentales, comment on peut s'approprier son lieu de vie en termes de production et juste en termes de matériaux en général. Et du coup, petit à petit, j'ai fait le lien entre ce qu'on nous apprenait dans les cours d'anthropologie avec des sociétés partout dans le monde qui utilisent des matériaux pour subvenir à leurs besoins de manière assez intéressante. Et nous, la complexité qu'on peut avoir dans tout ce qui nous entoure, tous les matériaux, toutes les technologies qui nous entourent, qui parfois nous desservent. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait dans la Terre Crue, c'était que c'était quelque chose d'universel et d'assez simple et qui tout d'un coup pouvait contrecarrer le fait qu'on était obligé de construire en s'appuyant sur des usines. Non, on peut aussi s'appuyer sur des savoir-faire beaucoup plus ancestraux qui tiennent la route et qui ont fait leurs preuves et qui ont des milliers de déclinaisons partout dans le monde en fonction des cultures et des sociétés. Et du coup, c'est la Terre Crue qui m'a semblé être vraiment par logique un peu un matériau ultra intéressant à creuser. Et du coup, après les études d'anthropologie, je me suis plutôt formé sur l'accompagnement à l'autoconstruction, des personnes qui construisent elles-mêmes leur maison avec des ressources locales, donc c'est plus l'argent qui est important, c'est plutôt le temps et les savoirs qui vont être importants. Et notamment à travers un peu comme Alice, en allant dans des pays assez lointains pour apprendre des choses qui en fait existent en France aussi. Moi je suis allé au Mexique pendant pas mal de temps pour travailler avec des maçons et rénover des villages faits de briques de terre crue pour voir eux comment ils réadaptent leur technique aussi ancestrale. Et du coup c'est ce qu'on essaye d'amener un peu en France aussi dans les endroits où on travaille. Et l'idée de notre structure c'est de faire de l'architecture, de la formation, etc. Mais pas de l'anthropologie, mais un peu du journalisme aussi, où on a commencé à se réunir ensemble pour documenter plein de maisons faites avec des matériaux différents que les matériaux conventionnels, le béton de ciment, la laine de verre, etc. Pour essayer de comprendre. Du coup, on a fait un tour de France pour documenter plein de systèmes constructifs différents et essayer de créer essayer de créer une exposition, essayer de créer des débats autour de ces questions-là, un livre aussi, pour documenter un peu en profondeur ce qui était proposé dans les constructions écologiques aujourd'hui en France, essayer de les questionner, de les critiquer aussi, et de voir ce qui pouvait être la suite logique de tout ça. Voilà. Merci. Et Guillaume. Guillaume Cotineau, constructeur devant l'éternel, qui adore la matière brute, qui adore le biosourcé, la matière qu'on trouve partout et qu'on ramasse et qu'on met en œuvre. Alors c'est quoi cette mise en œuvre? Moi, mon histoire d'amour, c'est des pyramides, un béton biopolymère, résistance maximum sur la planète, antisismique, etc. On ne sait pas, c'est un béton qui s'appelle le ARI 4, d'accord? C'est une base très intéressante pour tous les archis qui ont pu croiser. On a des petites preuves très sympathiques de EDF qui a fait un scanner géant en 1984 et qui démontre effectivement qu'on retrouve la fibre textile au sein d'un bloc de 40 tonnes de soi-disant pierre taillée. Aujourd'hui, on n'a aucune machine qui sait lever un bloc de 40 tonnes. Voilà. Alors ça m'a passionné, puis j'ai fini par vouloir aussi inscrire le vivant auprès des hommes pour qu'ils vivent autre chose que des boîtes en carton. En page 16 et 17, vous avez boîte des carton, c'est l'antinomie de la vie. Et les humains qui sont toujours pas vivants, parce qu'ils vivent dans des espaces morts. Donc quand on est mort, qu'est-ce qu'on fait? Dans la boîte. Donc c'est en fait on vit dans des boîtes qui nous laissent dans notre non-vie. Donc mon leitmotiv c'est d'amener la vie au sein du vivant. Voilà. Je vous fais passer un échantillon d'une des matières que travaille une petite bouboule de 3 matières. C'est une fibre végétale, c'est du chanvre. Alors aujourd'hui on utilise énormément de chanvre en France parce que c'est normé CSTB. Ils sont gentils, CSTB, ils te font faire des études à 80 000 € pour que les bâtiments tombent en ruine au bout de 10 ans. On a reparlé de la construction de terre crue, on a 16 000 ans d'histoire, 16 000 ans ça tient debout. Voilà, garantie décennale,
Hop, merci, au revoir. Donc, pyramide Saint-Jean, béton de chaux Panthéon 2500 ans. Auto-réparant, s'il vous plaît, si vous avez tous vu sur vos petites tablettes passer des jolies histoires sur la chaux, parce que la chaux c'est aussi très intéressant. Il y a une petite cuisson quand même. Donc l'argile elle est magique parce qu'elle n'a pas besoin de cuisson. C'est le lien absolu pour construire tout ce qu'on veut avec une résistance mécanique impressionnante. Ziggourate, 16 000 ans d'histoire. Pyramide à degrés. Juste avec des briques moulées à la main. Et comment tu as rencontré ces matériaux? J'ai rencontré ça par je dirais, Joseph Davidovitz, qui est le père de la géopolymère moderne et qui a justement tout à fait décrit les histoires des pyramides. Le point de départ. Bon, après, je jouais enfin aussi à faire des bouillasses. J'aimais bien cuisiner, donc je faisais des bouillasses de terre, de la terre végétale et de la terre crue plus plastique, quoi. Et puis on se rend compte vite fait, quand on étudie un petit peu l'histoire de la construction sur la planète, qu'on n'est pas des génies. Il s'est passé des choses assez incroyables sur cette planète. Il y en a eu plein de guerres mondiales. La plus grosse, c'est 14-18, chair à canon, plus de savoir-faire en France. Merci, au revoir. Les artisans qui transmettaient leur savoir. On va revenir aussi, je fais des allers-retours dans tous les sens, mais constructeur cathédrale, adulé, respecté. Aujourd'hui, c'est quoi un maçon? C'est quoi un artisan? On a rien à foutre. C'est-à-dire que on est des merdes. On est chiant, on est trop cher, et voilà, ça se termine en jus de boudin, je dirais, parce qu'on n'a pas des très très belles relations tout le temps avec nos clients, parce que voilà, il y a un manque aussi de respect, je dirais, et de savoir, parce que tout le monde s'est fait enfermer dans sa boîte. Du coup, il n'a pas eu le temps de réfléchir à savoir pourquoi on le connaît dans une boîte. Donc le réflexe, c'est je veux du droit du lisse. Et le droit de lisse, on voit où ça nous mène, avec des bétons qui vont fragmenter. Le corbut, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi, 1956? Je ne sais plus. On sort de 3 ans d'injection de résine dans un béton de ciment qui a une durabilité entre 30 et 120 ans. Voilà, où on est avec le béton vibré qu'on voit se couler tous les jours sur la planète. Les gars, on en est à 150 tonnes à la seconde sur la planète. 150 tonnes de béton, de ciment, toutes les secondes. Quelqu'un a une calculette dans sa tête et me dit ce que ça fait à la minute, et me dit ce que ça fait à la journée, et me dit ce que ça fait à l'année. Voilà. On est pieds pointés par des gens qui vont foutre dans les cercueils. C'est ça l'histoire de la boîte, on est très très clair. Donc revenir au vivant, c'est prendre 3 brins de paille, mélanger avec de l'argile, avec de la chaux, avec des matières qui sont gratuites et qui n'ont pas besoin de cuisson. On a des problématiques de CO2, soi-disant, ce qui est très étrange. On est face à un gouvernement et une direction mondiale qui va subventionner de l'électricité, c'est-à-dire, on va dire qu'on va subventionner du photovoltaïque, qu'on va subventionner des pompes à chaleur, qu'on va subventionner des choses comme ça, mais la base de la base, on construit avec des choses qui ne coûtent rien, qu'on peut transformer et qui sont inépuisables. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En 2021, l'artificialisation de la planète a dépassé le poids de la biomasse. D'accord? Vous vous rendez compte qu'on a artificialisé la Terre au niveau de son propre poids. On a dépassé. L'humain a réussi à créer ça. Ça, c'est la pure magie du bonhomme inconscient de ce qu'il est en train de foutre sur cette planète. Dans son irrespect le plus complet. Non, mais je vais jusqu'au bout des choses parce que c'est une vraie passion de me dire que on en parle allègrement parce que c'est un sujet très tendu et tenant les aboutissants, c'est quoi? C'est je me laisse subventionner et j'enrichis les sociétés qui vont vendre de l'électricité. Cette électricité, on n'a pas besoin. On fait des bâtiments, non pas passifs mais actifs. C'est-à-dire que la matière peut capter de l'énergie et la restituer, sans appareillage aucun. Voilà. Alors on va peut-être avoir des transformations sur les histoires de verre. Le Saint-Gobain, c'est la plus vieille et la plus grosse industrie française, qui la mine toujours, tout le monde, tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ont monté le RGE pour se préparer à la suite, parce qu'ils savaient que le CO2 c'était problématique. Donc RGE, ça a bloqué toutes les co-constructions en France pendant 10 ans. Moi j'ai commencé ça il y a 30 ans, je me disais ça va exploser. Très sûr ça va exploser, on est forcément obligé de passer par là. Ça n'a pas du tout explosé, parce que le garant environnemental,
il fait quoi? Il empoisonne tout le monde avec la laine de verre. La laine de verre, c'est la même cochonnerie que l'amiante. C'est le futur scandale sanitaire qui nous pendait. Tout le monde, on respire dans l'atmosphère, jusqu'en haut du pic du Midi, des particules de laine de verre. Ça, c'est génial. Excusez-moi, RGE, c'est quoi? RGE, garant environnemental de... Reconnu, Ouais, garant. c'est reconnu. En gros, les C'est entreprises les artisans, RGE, c'est des entreprises censées être C'est Saint-Gobain qui a pondu ce joli projet, qui a foutu ça dans les pattes du gouvernement pour dire on va vous rénover énergétiquement vos trucs, vous inquiétez pas. On est obligé de passer par des entreprises RGE pour pouvoir avoir les subventions de l'État sur l'éco-construction. Et la subvention a RGE. un effet pervers, c'est que, par exemple, la même matière qu'on trouve en Allemagne ou en France, elle va faire 40% plus cher. C'est exactement le prix de la subvention. Et pour finir cet aparté, comment une entreprise devient RGE, elle a juste à faire une formation de 3-4 jours et elle est RGE. Et le mec, il comprend rien. Parce que le plus Exactement. qu'adore des maçons, les gars, il est inconscient de ce que c'est que sa matière. Il ne sait même pas comment elle fonctionne. Moi, je suis un peu alchimiste, j'aime bien comprendre. Je forme beaucoup de gens, je leur dis, tant que vous ne comprenez pas la matière, vous n'avez pas le droit de la mettre en œuvre parce qu'il faut un savoir-faire. Et ce savoir-faire, ça s'acquiert avec sa petite tête et on comprend l'alchimie de nos matières. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui vont chez un marchand de matériaux qui va te vendre un sac à 25 balles pour le mélanger avec du gravier. On a éclaté tout le touriste là-haut. Je veux dire, on sort des milliers de mètres cubes d'agrégats dont on n'a pas besoin parce que le béton, il ne fait rien, il ne t'isole pas. Donc, le meilleur des agrégats, c'est le végétal. Le végétal, il repousse tous les jours. Hein. Et il stocke du carbone. Et il stocke, mais ça, on s'en fout en fait. Le vrai problème, c'est que voilà, l'énergie, elle n'a pas à être consommée en fait. Parce que dans une maison, on se rend compte que quoi, on a quand même 56 réacteurs nucléaires qui fournissent l'argent à la France, l'énergie à la France, et qui ne sont pas en très bon état de fonctionnement. Donc, on peut fabriquer des maisons qui n'ont strictement rien consommé pour se chauffer ou se réfrigérer. Ce n'est pas des maisons passives, c'est des maisons actives. Comment ça marche une maison active? C'est des matières qui ont une capacité d'absorber de l'énergie. Le soleil envoie tous les jours sur la planète la consommation de l'humanité tout entière d'une année. Tous les jours, le soleil fait ça. Qu'est-ce qu'on en fait? À part des centrales photovoltaïques, j'en sais rien. Un mur en terre, ça va accumuler de l'énergie par le rayonnement solaire. Et ça va faire un truc génial l'été, quand on est en Provence. Les vieilles maisons en argile, la pierre montée l'argile, ça chauffe, ouais. Mais comme on génère de la vapeur d'eau à l'intérieur, ça fait de l'évapotranspiration. Donc quand on a chaud, on transpire. La maison, elle fait la même chose. Donc il est très question de retrouver le même système que notre corps humain sur le bâti qui nous entoure. Parce que l'humain, il fait quoi depuis qu'il est humain? Il cherche des abris. Alors, il y a des grottes qui étaient vachement intéressantes parce qu'elles étaient difficiles d'accès pour les animaux sauvages, parce qu'il y a encore beaucoup de sauvages dehors. Il faut vraiment se protéger de cette sauvagerie. Mais il y a aussi les intempéries. Donc voilà, bon, la pierre, c'est froid, bon, c'est pas génial, donc il faut faire du feu. Mais on va construire simple avec. Et pas s'isoler, surtout ne pas isoler. Parce que l'isolation, c'est se couper d'eux. Donc l'isolation, ça ne marche pas. On contrecarre quelque chose alors qu'on devrait l'utiliser. Donc on peut s'isoler avec des matières, des isolants lourds. Des isolants lourds, c'est une matière végétale et des liants, argile et chaux, qui sont aujourd'hui indestructibles et qui vont tenir trop longtemps pour l'industrie. Trop longtemps, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des baraques qui peuvent tenir 16 000 ans. C'est problématique quand même. Donc, l'obsolescence programmée, c'est même. Non, moi je ne crois pas. C'est malgré eux. Ça n'a jamais été dit, ça, que c'était fomenté. C'est pas programmé. C'est que juste ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. On veut dire que ça va vite. Je peux vous dire que si je vous fais un béton avec la chaux vive, il va aller plus vite qu'un béton de ciment. Et j'aurai une résistance mécanique de 28 MPa en 3 jours, ce que le béton, le ciment classique, va mettre 28 jours à atteindre. Voilà. Et alors, la magie de l'histoire de Saint-Gobain, c'est que ils ont eu le temps quand même de s'organiser, et ben aujourd'hui, ils vont nous sortir des petits immeubles en terre crue.
Voilà, c'est parti. Stabilisé aussi. Stabilisé avec des clinqueurs, c'est-à-dire des résidus de hauts fourneaux pour la cuisson de l'acier, qui sont de matière pas terrible. Mais c'est de la terre crue, les gars. C'est vachement bien. Voilà. Alors, des réactifs qui ne seraient non cuits ou qui demandent très très peu d'énergie, mélangés entre de l'argile et une autre argile qui va être cuite, qui s'appelle l'argile kaolinique, et qui, cuite à très faible température, va donner une très très grande résistance mécanique et une prise à cœur, et qui est aussi aujourd'hui utilisée pour faire des coulages sous-marins pour des ancrages de plateformes pétrolières. Le métakaolin donne du béton très haute performance parce qu'il va boucher les portes et il va pouvoir prendre sous l'eau. Donc c'est une hydraulisation de la chaux. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a construit le Panthéon, par exemple. Parce qu'à mettre d'épaisseur de coulage, Sans armature. sans armature, juste un vrai béton. La coupole du Panthéon de Rome n'a pas d'armature. 47 mètres de diamètre. Il faut attendre 74, le CNIT Paris La Défense, pour atteindre une coupole de 100 et quelques mètres. Mais bon, on en est à la 5e restauration et bientôt il va falloir la démonter parce qu'elle va se casser, les gars. Voilà. Le béton, c'est magique. Merci. Voilà. On va enchaîner sur la chaux avec Stéphanie Martin, du coup, de Terre du Monde. Bonjour, donc Stéphanie Martin. Je suis issue d'une famille du bâtiment, la 3e génération, sauf qu'eux étaient plutôt bâtisseurs, alors que moi je suis plutôt dans la matière et la colorimétrie. Je suis tombée dans le, je dirais, chaudron de la chaux il y a 25 ans, en intégrant la société des 3 matons. Du coup, j'ai connu Guillaume. C'est bien. Les rares diffuseurs de matière véritable dans le bar. Ça fait 25 ans, c'est pas mal. Moi, ça fait 25 ans, eux, ça faisait plus, ça faisait là depuis d'une trentaine d'années. C'était 2 Italiens avec l'idée de dire on va peut-être ramener en France cette tradition ancestrale qui est la chaux, qui avait été délaissée surtout après la Deuxième Guerre mondiale, déteintée avec des pigments minéraux. Et du coup, à la fermeture de cette société, je trouvais dommage de laisser cette activité. Du coup, j'ai créé la Société Terre du Monde, avec cette volonté de remettre, de perdurer et de continuer à créer ces matières de manière traditionnelle et de teinter avec des pigments minéraux, puisqu'on n'a pas du tout de machine à teinter, on ne met pas de colorant, c'est tout avec des pigments, avec des ocres. Et donc voilà, donc après on est également formateur, on a fait un centre de formation, on est certifié Cadetti, où là on apprend ces techniques, comment appliquer. Alors le badigeon c'est quand même assez simple, mais les techniques un peu plus complexes comme les stucs, les marmorinos, le tadlac, le béton ciré, la base de chaux, n'oublions pas. Voilà. En page 20 et 21, à partir de la page 20 et 21, vous avez plusieurs exemples de réalisation avec les matières de Stéphanie, de Terre du Monde. Et vous pourrez voir que ça va du très très patrimonial au très contemporain. Oui, on travaille aussi bien pour le monument historique, où là, quelquefois, on nous amène des petits bouts d'une cathédrale. Par exemple, actuellement, c'est la cathédrale de Cavaillon, où on nous donne des petits bouts et donc on doit restituer la matière et la couleur. Donc on travaille avec des entreprises de PV, patrimoine vivant. Mais sinon, ça peut être pour les rénovations de façade en centre-ville, avec des badigeons de chaux. Ça peut être également pour des maisons contemporaines, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Et cela va de la peinture à la chaux, donc le badigeon, tel que les chaulages, les badigeons, les eaux fortes, les glacis, et des enduits à la chaux. Donc nous, c'est vraiment la chaux qui absorbe le CO2 lors de son séchage. Voilà, donc c'est un matériau naturel et écologique. Alors, moi, j'aimerais bien rajouter un truc, c'est que Stéphanie existe parce qu'il n'y a plus de savoir-faire en France. C'est-à-dire que les artisans, ils ne savent même pas fabriquer leur matière. Donc, ils ont besoin de gens comme Stéphanie qui leur fabriquent la matière. Et voilà, ils vont faire ça. Et Stéphanie est à la garde. On a beaucoup de chance. C'est l'un des rares boutiques où on va trouver des vraies matières. Une chaux en pâte, amuse-toi à trouver ça en France. Il y en a qui vendent ça 80 € et les 20 kilos. C'est pas mal, c'est du bol. Donc notre lien, voilà, c'est essentiellement mis la chaux grasse, la chaux aérienne en pâte. En pâte. Et voilà. Et on fait passer le pot de chaux en pâte. On utilise en charge nous la poudre de marbre, puisque moi j'interviens surtout dans la finition, puisque
que dans les grosses œuvres, bon, enfin, on le fait un petit peu également, mais voilà. Et, donc, je ne sais plus, je me suis perdue. Tu fais beaucoup de formulations pour tout le monde. Oui, parce que, voilà, aussi bien parce aussi que- pour les enduits. Voilà. Ouais. Les enduits, donc enduits chauds et plutôt de marbre, les enduits minéraux, les stucs, les marmorinos, les tatlacs, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, si vous ne savez pas faire, vous allez voir Stéphanie, elle vous fabrique tout, puis vous n'avez plus qu'à mettre en œuvre. Et elle vous forme. En Voilà, plus. et on peut former, voilà, parce qu'en fait, ces techniques ancestrales ne sont pas enseignées lorsqu'on fait un CAP ou BEP de peintre ou contre-décorateur. Du coup, ces techniques se perdent et donc nous, voilà, on vient là pour on les accueille, pour leur apprendre comment appliquer un marmorino, un tatlac, un stuc, la chaux, parce que souvent, quand on ne connaît pas, ça fait peur. Moi, souvent, j'ai des artisans qui me disent « en centre-ville, on me demande un badigeon de chaux, oh, la chaux, c'est compliqué. » C'est interdit la Shoah, c'est dangereux. Non, mais c'est vrai que ça paraît tout un monde. Alors Ouais. après, s'il y a la carbonatation qui arrive, alors, ouais, c'est pas normal, il a plu, il y a une tache blanche. Il y a du vent, tu ne C'est travailles pas du la Shoah. vent, voilà. Tu travailles pas la Shoah. Donc c'est vrai que c'est quand Chaux même Mistral, c'est- chômage. c'est un savoir-faire, des réactions. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités à côté de la- Merci. Ça sent bon. Vous pouvez la goûter, ça goûte sucre. C'est légèrement sucré. C'est bizarre, c'est... La chaux en pâte, du coup, c'est un état de la chaux qui existe avant qu'on la retransforme en poudre. Alors, qu'on la connaît chaux en plus. poudre, en fait, c'est une mauvaise extinction. C'est-à-dire que on va cuire le calcaire et au lieu de le plonger dans l'eau, ce qu'on appelle l'extinction, pour que ça devienne une chaux que j'appelle morte, moi, et ben, il pulvérise de l'eau dessus et donc elle reste en poudre. Mais c'est une mauvaise extinction. Donc c'est une chaux bâtarde. C'est pas, voilà, c'est Voilà. pas l'excellente chose. Ouais. Non, une vraie chaux, c'est 6 mois d'extinction en fosse. Donc on cuit du calcaire, on peut le broyer ou pas, et puis on le jette dans l'eau, tout simplement. Et puis il va passer 6 mois, il va mûrir, on va le filtrer, puis on va l'utiliser. Moi je fais pire que ça, j'utilise de la chaux vive direct en maçonnerie. Donc j'ai des bétaux qui montent à 50 degrés, mais c'est magique. Les châteaux forts, ils étaient faits avec maçonner la pierre avec de la chaux vive qui permettait en fait d'avoir un liant ultra costaud. J'ai vu un mur de 6 mètres s'écrouler de toute sa hauteur, il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé parce que la chaux vive, c'est un truc de dingue. La fondation était en chou. La fondation, il a pris quelques coups de canon dans sa gueule, et puis il a été fragilisé, donc le gros morceau a fini par tomber, mais sans casser. Impressionnant. Bon, bien à Marseille, hein, c'est fait à la chaux, mais l'extinction elle ne devait pas être terrible parce que ça a tendance à s'écrouler. Et vous disiez que les artisans aujourd'hui ne savent plus fabriquer leur matière et qu'ils peuvent venir l'acheter mais donc auparavant, ils savaient. Ils savaient. Non, mais comme je disais tout à l'heure, en 14-18, tous les savoir-faire sont morts. C'est là que c'est Et en fait, la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire vite. Et là, tout d'un coup, il y a le Portland qui est arrivé, et du coup, c'est une facilité. Il n'y a plus de savoir-faire. Donc, comme on n'a pas de savoir-faire, on va continuer avec un nouveau truc qui arrive, et c'est là que Saint-Gobain s'engouffre dans la brèche et prend tous les marchés. C'est pour ça que les artisans Et mettre savent tout le plus monde dans comment sa sont petite faits boîte. leur matière, parce que pour le coup, avec la terre ou avec la chaux, tu peux faire toi-même tes matériaux, tu peux faire tes briques, c'est toi qui vas récupérer ta terre. Du coup, tu sais d'où viennent les choses et comment elles sont transformées pour devenir des matériaux. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui des artisans. Et tout à l'heure, vous avez également dit, en parlant de la terre, je pense que c'était une ressource inépuisable. Complètement. Mais en fait, si, c'est... Ah, non. C'est le Tout. plus gros déchet On par l'a- habitant par an. Ouais. Parce que en fait la terre, pour la construction, on peut utiliser par exemple les terres d'excavation. En fait pour construire les villes aujourd'hui, on passe notre temps à creuser. Donc par exemple quand on construit un immeuble, on creuse pour faire les fondations. Quand on construit un métro, on creuse on pour faire retire les- de la terre. on retire de la terre. Ouais. Et La L'argile, terre est exploitable. L'argile, parce qu'en Aujourd'hui, fait, la cette terre terre- arable, c'est aujourd'hui cette terre elle est considérée comme un déchet en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand tu creuses pour faire tes maisons ou ton immeuble, tu payes pour emmener ta terre en déchetterie et après elle est stockée en déchetterie, alors que cette terre, en effet, est utilisable pour la construction, mais même pour plein d'autres choses. Elle est utilisable pour la cosmétique, elle est Quelle utilisable que pour plein soit de la choses. terre... Alors toute terre est utilisable, sauf Ouais. qu'on n'utilise pas la terre végétale. La terre végétale, c'est plutôt pour l'agriculture, et tout ce qu'il y a en dessous de la couche de terre végétale, c'est utilisable pour la construction, pour la cosmétique, etc. Par contre, chaque terre n'est pas utilisable pour les mêmes techniques. Donc en fonction de la terre que tu vas choisir ta technique. Mais par contre, il y a des millions de tonnes de terre qui sont disponibles
Et c'est une matière qui se reproduit parce que c'est de la sédimentation. Donc en fait, il y a largement assez de terre pour construire tout ce qu'on veut dans le monde. Comme de la paille pour l'isolation, il y en a largement assez pour isoler les bâtiments si on prend toutes les fibres. Je posais la question parce que je sais que pour la poterie, par exemple, il y a des types de terre. Bien sûr. Les potiers se mettaient toujours autour de zones où il y avait certaines argiles qui se sont épuisées et ils ne peuvent plus faire cette même qualité. Parce que la poterie, c'est il faut de l'argile pratiquement pure, alors que dans la construction terre, selon les techniques, tu veux utiliser. Alors non, on mélange pas forcément, mais c'est juste qu'il y a des techniques de terre, typiquement le pisé, qui va nécessiter une terre qui a presque pas d'argile, en gros, avec plutôt plein de grains de tailles différentes. Alors qu'il y a d'autres techniques où on va utiliser des terres très argileuses, d'autres techniques où typiquement les enduits, on va chercher un peu d'argile, un peu de sable, un peu de ci. Du coup, en fait, chaque terre va être bonne pour une technique. Mais du coup, ça veut dire que toutes les terres sont utilisables, alors qu'en poterie, vu qu'on cherche principalement l'argile, c'est différent. D'accord. Et je pensais aussi aux carrières, à la pierre, ou les différentes sortes de pierres, où les carrières, se sont, depuis des centaines d'années, se sont épuisées. Alors non, on a fait, pardon, la saison d'automne était sur la pierre et on a appris qu'en fait la plupart des carrières elles ont juste été transformées en carrières de gravat pour le béton. Mais en fait le gisement est là, les gisements sont là et après il y a aussi eu beaucoup de... Il y a des mouvements sociaux aussi qui vont un peu contre la destruction des paysages par rapport aux carrières. Moi je parle de l'Italie, en fait je connais assez bien le sud de l'Italie où justement on utilise beaucoup la chaux et les constructions étaient faites tellement intelligemment pour durer, etc. Et il y avait beaucoup de constructions en pierre de Lecce, une pierre très meuble, très sculptée, etc. Et là-bas vous avez des immenses carrières et qui sont toutes abandonnées. Elles sont à la moelle. Elles ont plus de. Elles sont à la moelle. Ils ont pris il y a toute la terre possible. Alors, le caillou, ça peut se ramasser, mais le caillou, c'est quoi? Le caillou, c'était moyenâgeux. Hein. On n'a plus besoin de caillou aujourd'hui pour construire. Si ça vous fait plaisir d'empiler 3 pierres pour faire une construction, ça peut marcher. Hein. Puis typiquement, pour faire du ciment, il y a besoin de pierre aussi. Et pour faire du béton de ciment, il faut du sable. Et le sable, pour le coup, c'est une ressource qui est en grosse pénurie, beaucoup plus que la terre ou les pierres en général. Alors peut-être que la pierre de Lecce, oui, mais la pierre en général, c'est pas une ressource qui est en pénurie. Le sable est une ressource en pénurie. L'eau est une ressource en pénurie aussi qu'on utilise beaucoup pour le béton. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, les matières qu'on utilise aujourd'hui sont des matières qui sont vraiment en pénurie et qui polluent. C'est ça le gros problème. Et en effet, il y a beaucoup de carrières de pierre qui sont fermées à cause de l'utilisation du béton, ce qui est au final un peu un cercle vicieux. Parce que la pierre n'est pas forcément arrachée à un bloc, hein. On peut la ramasser dans les champs. Oui, les cailloux, oui, ça c'est un autre. Le calcaire, on peut très très bien le récolter dans les champs, quoi, sans faire des mises en carrière. Et on peut aussi la réutiliser. Voilà. Le bâtiment, Complètement. On a tendance. Alors, je dirais que sur les démolitions des bâtiments en pierre, oui, ils sont recyclés aujourd'hui pour aller faire de l'agrégat pour faire du béton. Oui, aujourd'hui. Et aussi, on n'a pas parlé juste du fait de rénover plutôt que de construire, qui reste la première solution. Ça, c'est la base. Si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, moi je voulais ajouter quelque chose, c'était sur en gros un des intérêts principaux de la terre crue, c'est le fait de pouvoir la réutiliser à l'infini en fait. Contrairement à tous les matériaux qui se fichent comme le béton de ciment, où là lui on va pas pouvoir le réutiliser. Donc l'idée de la ressource, si elle est épuisable ou non, en fait elle perd complètement son sens à partir du moment où on fait un bâtiment en terre crue. En fait, si jamais un jour on doit démonter ce bâtiment et qu'on soit la terre va retourner à la terre pour redevenir du sol, soit en fait c'est un peu un cadeau pour l'avenir, c'est des artisans qui ont fait un mur avec une technique avec cette terre là, et l'artisan qui vient 200 ans plus tard il dit ok je vois que cette terre est bonne pour cette technique là, le mur tombe parce qu'il n'y a plus d'entretien etc, je reprends, je refais la même chose et ça pendant 10 000, 100 000 ans en fait. Donc il n'y a pas de... À l'infini. À l'infini. En fait quand on regarde les ressources, les constructions, nos besoins de construction, en fait c'est pas du tout une ressource qui est en manque. En fait, déjà toute la terre qu'on a, il y en a beaucoup trop par rapport à tous les bâtiments qu'on doit faire. Donc, à partir de... On est à 6 tonnes de déchets de terre par habitant par an en France. C'est-à-dire que même si vous ne construisez pas
avec des excavations de fondations, etc., vous utilisez des aménagements urbains ou des bâtiments dans lesquels on a eu besoin d'excaver de la terre, et cette terre est sous-utilisée. Ouais. Notamment Après, le Grand Paris a fait un appel à projet justement parce qu'ils sont saturés de terre et qu'ils ne savent plus quoi en faire. Et du coup, ils ont fait un appel à projet. Mal pour vous. Nous, on n'est pas à Paris. Mais c'est important partout en fait. Enfin, c'est un problème qui est mis en lumière parce qu'il y a beaucoup plus de communication dessus, mais en fait, c'est le même problème partout. Et juste, vous avez parlé de recycler la terre, et justement, la terre, ce qui est intéressant par rapport à d'autres matériaux, c'est qu'il n'est pas recyclé, il est juste réutilisé. Parce que dans le recyclage, souvent, il y a un processus qui peut être aussi assez impactant en termes d'énergie. Alors que finalement, la terre, tu peux juste la remouiller et la recompacter et la réutiliser, quoi. moi, je mets un petit bémol là-dessus. On a quand même beaucoup de terres polluées en France. Hein. Ouais. Ah oui. Là, il faut faire gaffe. Donc, on a la chance à Toulon d'avoir un endroit qui s'appelle le labo. On peut faire étudier ces terres pour savoir ce qu'il y a dedans. Tout va bien cher et donc on est assuré de ce qu'on utilise. Quand on utilise la terre, je dirais, de site, parce que c'est vrai que c'est très vertueux d'utiliser la terre de site, c'est un sacerdoce en termes de travail, parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Alors oui, pourquoi pas payer des bonhommes au lieu de payer des machines, hein, ça c'est sûr, ou des industriels, donc c'est du gros travail. Moi j'ai commencé à travailler la terre crue en allant piocher dans les champs. J'ai arrêté. Maintenant j'achète des stacks d'argile super décapsulables, qui sont des argiles effectivement pour la cosméto. Ce sont de très très belles terres, c'est pas cher, donc je vois pas pourquoi je m'en aimerais encore aller piocher avec ma pioche. Puis j'ai l'impression d'être un peu fossoyeur, alors pour quelqu'un qui fait du vivant, creuser une tombe c'est quand même un peu bizarre, quoi. Donc j'ai arrêté ces Vous avez conneries. tous des pratiques très différentes. Non, c'est sûr. Mais nous, on est encore fossoyeurs. Ah ouais. Après, ça dépend de la quantité que tu utilises. Ouais, si tu utilises non, pour faire manuellement, une là, œuvre, il te faut des sacs d'argile, effectivement. Là, sur une année, Si je tu dois viens de- construire une baraque, En termes d'argile et de chaux, je viens de passer plus de 100 tonnes de liant calcaire cuit, donc de chaux en pâte et d'argile prête à l'emploi, micronisée. Et puis c'est pas vrai qu'on utilise que de la terre de site, on utilise aussi de la terre de Salerne qui est un déchet d'industrie, on utilise de la terre d'une association qui s'appelle Le Village. Alors c'est pas dans le Var, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Parce que en fait selon les cas tu peux ou pas utiliser la terre de site, enfin, il y a des cas où tu ne peux pas l'utiliser. Mais en vrai, même si on la transportait de loin, elle serait quand même moins émissive en CO2 qu'un béton. Ouais, quand même, il ne faut pas exagérer. Parce que, Oui, bien sûr. Mais si on compare des ordres de grandeur. Voilà, il ne faut pas dépasser les 100 km. Alors pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'argile, c'est vachement étonnant, c'est des feuillets électriques. C'est des feuillets électriques qui ont un collant absolu. C'est-à-dire qu'on peut, moi je vous fais un enduit sur un panneau en verre comme ça, et je vous dis, ça va tenir. Sur du verre. Je peux vous faire un enduit, ce qu'on a fait là-haut sur le mur, je vous le fais là, et ça va tenir. C'est des feuillets électriques, donc ça colle à tout. Quel est le processus? J'ai pas bien compris. C'est des feuillets électriques. Le collant, c'est-à-dire que c'est un empilement de petits feuillets qui vont s'accorder entre eux, qui vont faire un petit maillage comme ça. Et qui sont Ouais, chargés. ils sont meilleurs que moi pour vous raconter. Et dans les cette feuillets, histoire. il y a les colloïdes d'argile, c'est ça? Ouais. Les colloïdes les plus petits encore. Ouais, ouais. Il y a le colloïde, mais il y a le feuillet. Le feuillet électrique qui fait que c'est une colle 10 fois plus puissante qu'un quelque chose qui va être cuit, quoi. Et en plus, c'est chargé d'ions négatifs, donc dans l'atmosphère, ça ne va pas émaner de poussière, mais ça va justement contrecarrer les poussières d'air ambiant. Hein. On voit bien que toute la pollution des particules en ville, c'est un vrai problème de salubrité publique, hein. Ça rend tout le monde malade parce que, d'accord, on sait qu'il y a de la pollution à l'extérieur, mais la pollution de l'extérieur vient se concentrer dans les bâtis, et du coup, l'air intérieur des maisons, la plupart du temps, est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc, je veux une maison pour me mettre à l'abri. En l'occurrence, elle ne me met pas à l'abri, elle me défonce encore plus que quand je suis dehors. Parce qu'elle est 8 fois plus polluée à cause des polluants. Et les traitements d'air, par exemple, participent à concentrer les polluants. Donc, tout ce qui est clim pour se chauffer ou se réfrigérer, tout ce qui est soufflerie, VMC, c'est une catastrophe. Ça pollue encore plus l'air intérieur. On se fait du bien, mais on se fait du mal. Tous les matériaux dont vous parlez, avec lesquels vous travaillez, sont des matériaux perspirants. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité aussi de réguler l'humidité de l'air.
Alors que le ciment, c'est un imperméable. Donc, ça passe Non, pas et comme ça. pire que ça, c'est un sucre. Il absorbe tout l'eau qu'il a à portée de main. Et en fait, il faut savoir une chose, pour faire du béton, bientôt, aujourd'hui, on a autant de ferraille que de béton. Voilà, autant de ferraille, et pourtant ces ferrailles ne sont même pas traitées. Et comme le béton c'est un sucre, il va absorber la flotte, il ne va même pas la rejeter. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces pauvres ferrailles qui ne sont pas traitées? Elles vont rouiller, elles vont s'expanser, elles vont casser le béton à qui elles sont censées amener une souplesse, parce que ce matériau n'est pas souple. Alors quand on sait qu'une coupole de 47 mètres de diamètre à Rome, elle tient depuis 125 après Jésus-Christ, avec strictement aucune armature. C'est juste une coupole qui a été posée sur une structure et après elle a été démoulée, quoi. C'est encore bien. Voilà. Et on dit que c'est un béton autoréparant. Pourquoi? Parce qu'il est fait à base de chaux vive. Et du coup, quand il va avoir de la flotte, ces hydroxydes de calcium vont se recréer. Et ça a 2500 ans et ça fonctionne. C'est un béton autoréparant. Juste pour spécifier par rapport aux feuillets d'argile, c'est vrai qu'on parle de construction en terre, entre autres depuis tout à l'heure, on n'a pas du tout expliqué juste ce qu'était la terre. La terre, juste pour comprendre, c'est en gros des grains de différentes tables, de taille, qui regroupent en gros les sables, les graviers, les limons, en gros plein de grains de taille différentes, qui sont liés, en gros, qui sont collés par l'argile, qui est du coup le liant. C'est exactement le même rôle que dans le béton de ciment, en fait, où le ciment est un liant. L'argile, c'est aussi un liant. En effet, la différence avec les grains, c'est que c'est sous forme de plaquettes. Et en gros, quand on met de l'eau dans de la terre, il y a toujours en fait un petit pourcentage d'humidité qui fait que ça va se coller entre eux par pont capillaire. Donc en gros, les feuillets d'argile, c'est comme si vous mettiez 2 feuilles de plastique ou 2 feuilles de verre avec de l'eau entre. Et ben ça va coller. Et ben l'argile, ça fonctionne exactement pareil. Et c'est ça qui va coller les grains entre eux. C'est pour ça que quand il pleut sur une terre argileuse, ça va coller à vos chaussures. C'est parce que l'argile, elle va coller en gros vos chaussures. Voilà. Du coup, la terre, c'est des grains et un liant qui est l'argile. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des terres qui n'étaient pas aptes à la construction. Les terres arables. Les terres arables, c'est la surface. D'accord, mais d'autres terrains. Non, juste la terre végétale, parce qu'en fait, dans la terre végétale, vu qu'il y a du vivant, on n'utilise pas pour la construction, on utilise toujours ce qu'il y a en dessous, donc là où il n'y a plus de racines, d'humus, etc. Toutes les terres sont bonnes à construire, mais pas pour les mêmes techniques. Parce que certaines techniques demandent plus ou moins d'argile, donc plus ou moins de liant, parce qu'il y a des techniques qui ont besoin de plus ou moins de colle, en gros. Et est-ce qu'on peut arriver à faire des familles de construction et de techniques en fonction des régions? Ouais, il y en a qui s'y sont essayés, puis après ils se sont trompés. C'est-à-dire que, en gros, il y a effectivement des techniques qui très clairement nécessitent des terres qui sont plus argileuses et d'autres techniques qui nécessitent des terres qui sont très peu argileuses. Ça, c'est assez facile à identifier. Le pisé, l'adobe et le pisé, par exemple. L'adobe, ça va être plus argileux, le pisé, ça va être moins argileux. En gros, le torchis, ça va être plus argileux. Des enduits, ça peut être de moins en moins argileux, plus on arrive sur des enduits de finition. En gros, il pourrait y avoir des choses comme ça. Et il y a des gens qui ont fait des espèces de tableaux avec des pourcentages d'argile pour dire, ok, avec ces 16%, entre 16 et 28% d'argile dans ta terre, tu vas pouvoir faire de la bauge, qui est le nom d'une des techniques de construction en terre crue qu'on retrouve beaucoup dans le monde et surtout en France, on la retrouve en Normandie, Bretagne, etc. En gros, par là-bas. Mais tout ce que les archéologues retrouvent ou des ingénieurs qui s'intéressent un petit peu à ces questions-là montrent qu'en fait, il y a des grands manoirs en bauge qui tiennent et qui marchent très bien et qui sont là et qui ne sont pas du tout dans ce spectre qui était censé être le spectre juste. Du coup, c'est aussi pour amener le fait que dans la construction en terre crue, c'est le savoir-faire de l'artisan qui est principal, c'est vraiment pas des diagrammes avec des chiffres qui vont être salvateurs. Et surtout, il y a tellement d'argiles différentes qu'en réalité, c'est impossible de dire « Ah, il y a 16% d'argile dans cette terre-là, je pars sur cette technique-là ». Non, il y a des argiles qui vont réagir, qui vont être des argiles gonflantes, alors que d'autres argiles, même si elles ont le même pourcentage en termes de quantité, elles ne vont pas du tout réagir de la même manière, et elles ne vont pas du tout ni coller, ni gonfler de la même manière. Donc c'est un peu peine perdue peut-être d'essayer de faire des calculs comme ça. Il vaut mieux plutôt se fier au test, savoir faire des articles. Il faut intégrer l'aléa dans la construction. Non, pas d'aléa. Il y a un savoir-faire qui ne comporte pas d'aléa. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'il y a quand même des régions. Enfin, il y a quand même des régions où il y a une majorité de certaines techniques. Typiquement, en Rhône-Alpes, il y a une majorité de pisé, parce que c'est une terre qui est faite pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres techniques. En gros,
il y a des majorités, il y a des grandes généralités, mais leur contraire est souvent aussi faux. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Le grenoble, il mélange avec des cailloux. Non, en fait, c'est la terre qui est naturellement comme ça. Ouais. On peut s'amuser à la refabriquer, mais bon, on la trouver naturellement. En fait, avant que les énergies participent le cher, qui épuise, qui fait lui à son sa granulométrie. Matera, c'est un chier constructeur. Martin, ouais. Mais bon, après, c'est une histoire. Quand on essaie de normer des familles où on essaie de donner des granulométries, c'est pour faire l'industrialisation. C'est pas forcément ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche aussi, c'est le savoir-faire. Voilà. C'est ce qui est différent d'une industrialisation, c'est qu'on vit à Saint-Gobain. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on s'appuie sur ce qu'on voit autour de nous, sur ce qui a été fait. Ça veut dire que depuis 300, 500, 1000 ans, il y a des personnes qui ont compris que cette terre-là, elle était bonne pour faire des briques. Donc, on peut partir sur l'hypothèse qu'il y a plus de chances que nos tests pour faire des briques vont marcher avec cette terre-là. Toute la région autour de Toulouse, et c'est des briques de terre crue. Bon, bah, on a envie de, si on trouve une terre là-bas, on a envie d'essayer de faire des briques de terre crue. Dans le Rhône-Alpes, c'est du pisé partout. On a envie de faire du pisé là-bas. Donc c'est parce que les terres sont différentes, mais jamais on va demander à des gens, à part aujourd'hui quand c'est des machines, on achète des choses, on achète des cailloux d'un côté, on achète de l'argile de l'autre. Mais avant, au début du XXe siècle, c'était impossible d'imaginer de faire ça. On utilise forcément la terre telle qu'elle est pour pas se faire chier. Oui et non, parce que dans le Var, il n'y a que de terre connue. Bah en fait, c'est autre chose. C'est pas tout à fait autre chose. C'est pas répertorié, mais on a d'autres régions, on a moins d'exemples dans l'architecture. Parce que c'est pas inventorié, mais en fait, il y a énormément de villages en pisé dans le Var. Oui, complètement. Mais on en a moins que dans d'autres régions. On cherche, d'ailleurs, ça nous Gianluca et Cara sont enseignants à l'ENSA Marseille et dirigent un séminaire de recherche qui inventorie justement avec les étudiants. Et justement, il y a aussi des techniques de rénovation qu'on utilise aujourd'hui qui n'étaient pas forcément ici traditionnellement, puisque typiquement les enduits de terre sont très adaptés à la rénovation de la pierre. Et pourtant, c'est pas des techniques qu'on faisait particulièrement dans la région. Et des fois, il y a juste des raisons culturelles aussi. Marseille, c'est beaucoup en pierre, et le sud. C'est aussi tout bêtement qu'on a beaucoup de pierres. Donc, on avait la pierre sous les pieds et on empilait des pierres. Voilà. Il y avait du bois, donc on coupait du bois, on mettait du caillou dessus, on foutait le feu. Par contre, aujourd'hui, on peut très bien se dire, même si à côté, il n'y avait pas forcément une terre de subsidiaire, on a la terre qui est adaptée, on peut très bien. L'artisan savant, sachant, il fait très bien. Qui a son savoir-faire, peut bien identifier une terre et construire une terre, même si dans la région il n'y en a pas forcément. Puis il y avait beaucoup de terres cuites dans la région aussi, ce qui a peut-être aussi enlevé justement le développement de la terre crue, mais qui montre par contre qu'il y a des gisements de bonnes terres argileuses. Il y en a partout. C'est vrai que calcaire, donc l'argile, c'est une décomposition du calcaire par définition. Il y a de l'argile. Par contre, ce que tu disais sur l'assurance aussi de la construction de terre, c'est intéressant. Du fait que toutes les terres sont différentes, et ben on va plutôt l'assurer par des process de vérification, un peu comme dans la construction en paille, où on va vérifier l'humidité de la paille, on va vérifier sa compression, etc. Bah, dans la terre, il faudrait plutôt chercher des méthodes comme celle-ci que de dire il faut tant de pourcentage d'argile, etc. Je vous fais passer une bouteille dans laquelle on a fait un test très simple de décomposition du coup, et c'est la terre de Salerne qu'on a mis dedans. Le trait blanc correspondait au niveau de la terre sèche, avant qu'on y mette de l'eau, parce qu'Emmanuel nous a expliqué que c'est comme ça qu'on voyait si l'argile était gonflante ou pas. Et on voit que ça a coulé de volume. Ce mec fait un très bon plan. Oui, je pensais que tu fais le smecteur. C'est la terre avec un petit peu quand même. Oui, pas tant. Elle n'est pas censée être. Non, elle n'est pas trop. Il y a quoi? Il y a 10% ou pas? On met de la terre dans une bouteille, on secoue et avec ça décante en fonction de la granularité. Celui-là, on le fait pas sur le spectre. Je voudrais savoir, il y a 3 niveaux différents. À quoi ça correspond? En gros, l'idée de ce test de la bouteille, c'est de faire ce qu'on appelle une granulométrie, mais de la faire de manière juste. Une granulométrie, c'est quand on trouve une terre quelque part, on la fait passer à travers des tamis de différentes tailles pour essayer de comprendre si notre terre elle est faite de beaucoup de cailloux assez gros, très peu de sable fin, et essayer de comprendre un peu les proportions de chaque taille de grain qu'on a devant nous. Sauf que parfois elle est un peu faussée parce qu'il y a des choses qui vont rester collées, des modes qui font un peu, on dirait que c'est des matières qui sont
grande en taille, qui en réalité, une fois mélangée dans de l'eau et mélangée de manière très active, on arrive à dissoudre et on se rend compte qu'on avait des choses qui étaient en fait très fines et très peu de matière qui était épaisse. Donc en fait, ce test-là de la bouteille, c'est on met de la terre dans une bouteille avec de l'eau, on secoue très fort, puis on laisse reposer 24 heures au moins, et en fait, par sédimentation, tout va de manière complètement naturelle se réorganiser. C'est-à-dire que les matières les plus grandes, les réelles matières les plus grandes, vont être automatiquement les premières à arriver en bas, etc. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que ça nous sépare les différentes proportions de taille de grains de manière naturelle, juste par gravité. Mais par exemple, ici, par rapport à ce que tu demandais, on voit qu'il n'y a que des grains fins, donc on va être plutôt sur des sables fins et des limons, qui sont les plus petits grains. Enfin, le limon, en gros, est plus petit que les sables fins. Et après, les argiles sont censées être invisibles, parce que c'est en dessous de 2 microns, donc c'est comme si tu coupais des centaines de fois un cheveu. Enfin, c'est invisible à l'œil nu. Mais on sait qu'il y en a, parce que souvent, quand tu as de la couleur en suspension, tu peux, et en plus que c'est un gonflant, ça veut dire qu'il y a forcément au moins un peu d'argile. Mais en tout cas, ce que ça te répond, c'est que c'est plutôt sur plein de grains très très fins. Vous avez une expérience en Amérique latine, et j'ai pu lire il y a quelques dizaines d'années, avec les publications de cratères, qu'ils avaient mis au point des portées en béton de terre armées de fibres de bambou. Ouais. Où est-ce que ça naît, ça? Puisque maintenant on a le recul nécessaire, je vous parle des années 80. Ah, où est-ce que ça en est? Oui, est-ce que c'est tombé ou ça? Vous ne savez pas? On aurait dû présenter cette technique à notre bon Rudy, parce que ça réside en béton de centrale nucléaire et elle a éclaté sur le Mucem. Alors ce sont les fibres qui sont en train de rouiller. C'est les fibres, il y a presque autant de ferraille que c'est déjà en train de péter dans tous les sens. Non, mais c'est parce qu'on parle de construction en terre avec ça avance la fibre bambou. Ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, ces recherches-là sont beaucoup développées. Enfin, moi, je sais que j'avais fait pas mal d'études sur le parasismique là-bas. Oui, c'est j'allais y venir, voilà. Et justement, au Pérou, ils font beaucoup de structures où ils allient le bambou en armature avec la terre pour justement répondre à des questions parasismiques. Et en fait, ça marche assez bien parce que le bambou, ça. Enfin, on l'appelle pratiquement le bois de fer, quoi. C'est le végétal le plus résistant de toute la planète. Et du coup, ça a plutôt des très bonnes, des très bons résultats, notamment par rapport au parasismique. Mais après, c'est des techniques qui existent depuis très longtemps, puisque par exemple, en France, on fait le torchis, qui est le colombage. En fait, là-bas, depuis toujours, ils font une sorte de torchis qui est faite avec le bambou qui s'appelle la quincha ou le baaleke. Du coup, ils ont toujours construit finalement avec du bambou et de la terre. Enfin, en gros, les recherches actuelles, c'est finalement une réactualisation et toujours un peu une étude scientifique de techniques qui existent depuis très longtemps et qui n'étaient pas là pour rien. Oui, et vous avez ouvert une part de la discussion sur la construction de terre, pardon, en élévation sur des parois, on imagine tous, là je pense, mais dès qu'on commence à parler antisismique, le parasismique et le ferraillage, je ne suis pas complètement d'accord sur la façon dont vous avez enrobé le béton tout à l'heure, mais c'est notre... et les parties horizontales, comment vous les traitez là? Comment ça se passe dans déjà, les parties horizontales, elles ne sont pas forcément en terre. Enfin, en général, dans un immeuble en terre, il y a quand même souvent des planchers intermédiaires qui vont plutôt être en bois. Les toitures, ça dépend. Enfin, après, ça dépend des pays, en fait, quand même. En France, en tout cas, souvent, la toiture et l'étage sont faits plutôt en bois, avec possiblement des remplissages terre, comme les quenouilles, par exemple. Mais vu que la terre, elle fonctionne plutôt en compression, on fait rarement des dalles, enfin, des portées en terre. Donc, c'est plancher en bois. Oui, enfin, c'est pour ça que tout à l'heure on a dit que la terre ne s'utilise pas toute seule. Elle s'utilise souvent avec des fibres du bois. En général, on ne prend pas un matériau tout seul. D'ailleurs, il y a très peu de bâtiments qui sont construits qu'avec un matériau et c'est pas forcément intéressant d'utiliser qu'un seul matériau. Non, le béton y arrive, mais c'est il y a de la structure. Non, parce que maintenant le béton est obligé de l'isoler, sinon on sent pas bien dedans. Donc le béton tout seul, non, il est isolé, il a des pare-pluies, des pare-vapeurs, des trucs, il n'est pas tout seul. Le bois, c'est bien pour voir si vous voyez. Moi, j'ai tendance à dire effectivement que le bambou est l'avenir du bois. Pourquoi? Parce que ça pousse en 3 ans, c'est récoltable et on peut en faire tout ce qu'on veut. Sauf qu'avec la problématique de l'eau, c'est pas sûr que ça pousse en 3 ans maintenant. Ça n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau. En tout cas, beaucoup moins qu'un arbre. Beaucoup moins qu'un arbre.
Donc ça, c'est la légende de dire que le bambou a besoin de beaucoup d'eau. Non. Quand une Il aussi, bambou aussi, là, c'est une Beaucoup d'eau. Bah, après, s'auto-alimente. le vrai problème, c'est qu'on est en réchauffement climatique et aujourd'hui, un arbre pousse en 30 ans ce qu'il poussait avant, en 100 ans. Donc, si on s'amuse à regarder les cernes d'un arbre, elles sont beaucoup plus espacées, donc Oui. c'est du chewing-gum. Les arbres cas du pin du des Landes, 21e siècle, c'est du chewing-gum. Sauf ce qui pousse en altitude ou en Sibérie, enfin, dans un endroit très froid. Quoi. Tout le monde traite de cinglé d'utiliser du bois de Sibérie pour faire des huisseries. Et ben, c'est pas tant si cinglé que ça, parce que si on prend un mélèze européen, bah, au bout de 3 ans, ton huisserie est morte. Hein. J'ai des huisseries Il est moins cher en plus. et moins cher. Il est peut-être un petit peu geyser, je sais pas, j'ai pas testé, mais c'est vrai qu'il y a un peu de radioactivité. Non, Non, c'est que les pays communistes avaient énormément bien taillé leur forêt, et du coup ils sont beaucoup plus rentables que les bien bois sûr. français. Ah, ouais, ouais. Ils sont Non, plus tout, directs. moi je connais un très bon architecte qui fait énormément de bois. Bon, il te dit de quoi nos villes sont faites, quoi, des bois qui viennent d'Europe du Nord. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'ils ont une technique de travail du bois, ils ont des forêts gérées. Nous, on a des. Tout le monde aujourd'hui voudrait du truc d'à côté. Mais le truc d'à côté, ça marche pas toujours, hein, parce que du pin, c'est très compliqué à travailler. Alors là, direct, ça ouvre notre débat qui est important parce que j'ai fait un Ouais. jour un appel d'offres, je suis architecte, donc Ouais. j'ai joué du bois de montagne. Du quartier, hein. Et puis tu m'as dit oui, je lui mets mais en Sibérie parce qu'il est moins cher pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et puis- Mais du coup, c'est un appel d'offres public. Comment ça se comporte les techniques de terre dans les appels d'offres publics? Est-ce que vous avez des administrations qui sont prêtes à ouvrir Oui. Oui. cette technologie aux espaces publics? Tout le monde en veut. Parce que tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Personne en manque cruellement de ressources, d'artisans qui sachent faire. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. En Bretagne, on fait ça depuis tout le long. Ça commence à arriver sur des marchés publics en France. Je viens d'en finir un. C'est une catastrophe. Ils s'enorgueillissent, c'est super joli, on est d'accord et tout. Mais C'est une catastrophe, pourquoi? c'est une catastrophe parce qu'en termes d'accueil, on ne sait pas comment accueillir ça. On en veut parce que ça fait bien. Mais on ne connaît pas la matière. Donc, quand on ne connaît pas la matière, nous, on est obligé de faire des éducationnels auprès de ces gens pour leur faire comprendre comment ça fonctionne et ce à quoi ils accèdent. Parce qu'au final, voilà, tout le monde veut du bioclimatique. Hein, mais bon, même un bureau de contrôle, il ne sait même pas comment se comporter face à ça. Absolument. Il y en avait un en France, Norbert Edouin, il est à la retraite, il n'y en a plus. On est bien, hein, il y a Gojard Technologies pour les ossatures bois, très bien, c'est les meilleurs de la planète, et ils font des trucs extraordinaires, mais voilà, sur ces filières, en fait, vu qu'on est tout sur du normatif, ça ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire que c'est bretelles, ceinture, les immeubles s'écroulent quand même. Je veux dire, quand on sait que le Corbu, il sort de 3 ans d'injection de résine pour continuer à se casser la gueule. 3 ans d'injection de résine, je peux te dire que la CoPro, elle va être contente. Hein, mais dans tout ça, ils n'auront toujours pas isolé leur bordel. Ils consommeraient toujours autant d'énergie. Mais ça va leur coûter 50 millions d'euros. Ok, on fout. D'accord, moi je veux bien conserver des bâtis existants. Mais j'ai pas compris pourquoi c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans le sens où moi je remercie grandement le CLUE, qui est quand même un des meilleurs CLU de France, qui va faire une prescription sur quelque chose qu'on sait être ancestral et où il y a une historique en France. D'accord. Mais derrière, le domaine public n'est pas foutu, hormis sur des gros schémas industriels, d'accueillir ça. Voilà. Maintenant, pourquoi on ne travaillerait pas des torchis avec des ossatures bois qui vont faire 80 étages? On peut le faire, hein, ça marche. Maintenant, dans l'accueil sur la place publique, c'est une autre limonade, il faut que ça passe par le privé. L'éco-construction s'est développée en France grâce aux autoconstructeurs. C'est des gens qui, empiriquement, ont essayé de faire par eux-mêmes leur petit habitat. Il est grand temps que ça arrive sur du collectif. Mais c'est pareil, on ne va pas mettre 50 gagas qui n'ont jamais fait ça de leur vie pour construire leur maison. Ou pourquoi pas, moi je suis d'accord. Maintenant, voilà, on délaye vraiment les responsabilités. Et délayer les responsabilités, ça veut dire qu'on doit être assurable. C'est quoi d'être assurable? Moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'est-ce que vous préférez? Quelqu'un qui est assurable en garantie décennale, qui fait en sorte que votre bâti va tenir 10 ans, mais au bout de 10 ans, il va tomber en ruine,
ou alors vous voulez utiliser des matières ancestrales qui ont une histoire de 16 000 ans et les preuves que ça tient debout. Les plus vieilles maisons de la planète, elles sont en Namibie, elles sont en terre-paille, et tous les jours elles prennent plus 60 la journée, moins 10 la nuit, plus 60, moins 10, plus 60, moins 10 depuis 8000 ans. Ça tient debout, ça prend des séismes dans sa gueule, et ça ne bronche pas. Donc, 16 000 ans, 8 000 ans, on a un autre recul sur ces aventures constructives menées par les hommes avec leurs petites mimines. Donc la vraie problématique, oui, c'est le savoir-faire, c'est les compétences et l'assurabilité. Mais alors, c'est en termes de droit, il y a des choses qui sont interdites, c'est ça? Justement, pour répondre au marché public, aujourd'hui c'est très compliqué de faire de la terre dans du marché public quand même en France, parce que en effet c'est une technique qui est dite non courante et donc qui est très difficile à assurer. Elle peut être assurée. Il y a un gros bâtiment qui a été fait à Lyon il n'y a pas longtemps, mais parce que l'artisan il sait faire depuis très longtemps et qu'il a réussi à avoir un assureur et qu'il a un bureau d'études et un bureau de contrôle. Mais c'est très difficile aujourd'hui, déjà parce que les normes sont plutôt contre, enfin n'ont pas intégré en tout cas ces matériaux dans les normes, et parce que les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les architectes et les artisans ne sont pas formés à ces techniques-là, donc du coup il y a un manque à chaque maillon. C'est pour ça que la formation, que ce soit des architectes, des ingénieurs, des artisans, elle est hyper importante, parce que en fait il peut y avoir une super équipe d'architectes, d'artisans et un maître d'ouvrage très concerné. Si le bureau de contrôle bloque, et ça passera pas. Et après, il y a les normes qui sont quand même assez complexes, mais c'est quand même en train d'évoluer aussi. Alors, en gros, il y a des guides de bonne pratique aujourd'hui. Il n'y a pas encore de règles professionnelles comme dans la construction paille, mais c'est en développement et ça devrait, je pense, arriver quand même dans les prochaines années. La seule technique qui est aujourd'hui assurée, en tout cas d'un point de vue des normes, même si je suis d'accord avec Guillaume que les décennales, ça devrait pas être le plus important. Mais bref, aujourd'hui, si on veut construire dans du public en terre, le seul truc qu'on peut faire assurer, c'est les enduits de terre sur bottes de paille, parce que la construction paille a des règles professionnelles et du coup une technique qui est assurable. Et la deuxième, c'est les BTC aussi depuis cette année, les règles professionnelles sur les briques de terre comprimées, mais avec des exigences de résistance à la compression qui sont telles qu'en réalité elles sont stabilisées avec du ciment. Ah oui. Et du coup, en fait, elles sont... Non, mais en réalité, elles sont plus émissives en gaz à effet de serre qu'un aglo, qui lui n'a que 8% de ciment et qui est creux, etc. 4%. Donc, ça dépend. Okay. Et pourquoi? Oui, mais même si c'est 3-4%, vu que c'est beaucoup plus dense et que c'est pas évité, il y en a plus. Quoi. Juste et surtout, c'est plus recyclable la terre si on le met du ciment dedans. Par rapport à la commande publique. Donc, pour sortir un peu des intervenants qui ont la tête dans le guidon et qui sont dans leur démarche, etc. Non, mais pour dire que nous, on a accompagné une collectivité varoise sur un projet d'extension de bâtiments. C'est qui, nous? Le CAUE, le Conseil d'architecture. Voilà. Donc il y a une collectivité qui nous a sollicité sur un projet, on a travaillé sur le programme du projet, etc. Et on a évidemment sensibilisé les maîtres d'ouvrage aux matériaux biosourcés, etc. Donc on a eu tout un travail pédagogique sur un long terme, on va dire, où on a accompagné ces collectivités-là pour arriver à un concours sur ce projet d'extension d'un équipement public, et un concours avec une trentaine de représentants de collectivités, de l'ensemble des collectivités de la communauté de communes, ainsi qu'après ABF, enfin les services de l'État, etc. Et aujourd'hui, c'est un projet pisé et bois qui sort, donc qui a été validé par l'ensemble, un vote à l'unanimité, etc., qui montre que la volonté, elle est là, qu'il y a un engagement, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des acteurs qui sensibilisent à ces techniques-là, etc., et que les choses, elles avancent. Et au niveau des normes et de la réglementation, ce type de projet va permettre également d'avancer, etc. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que c'est la demande qui va créer aussi les modifications. Vous voyez que c'est culturellement, c'est-à-dire que nous, on voit bien
dans le conseil qu'on fait aux particuliers quand on reçoit des particuliers, comme chacun le disait, il y a un intérêt, il y a une envie d'aller vers ces habitats-là, etc. Donc il faut qu'il y ait une demande pour qu'ensuite, derrière, il y ait des choses qui se passent. Les professionnels posent des ATEX qui sont une réglementation particulière par rapport à une technique, par rapport à des matériaux, etc., qui vont servir à faire évoluer la réglementation et les normes. Oui, il y a les règles de l'art aussi. Les règles de l'art sont décrites sur le Pizet, sur la limousinerie, sur tout un tas de choses. Donc en fait, on se pose des problèmes, mais dès lors où on va aux règles petit à petit, voilà, c'est des étapes. Donc voilà, il y a des étapes aujourd'hui qui, on est plutôt en mode les choses, elles avancent, il y a vraiment une volonté, une prise de conscience. Mais après, c'est toute la question des filières. Il y a un vrai sujet sur les savoir-faire. Il y a un vrai sujet là-dessus. Donc, par exemple, excusez-moi, je parle encore de nous, mais pour le coup, on travaille avec des lycées professionnels, des CAP, maçons, etc., pour essayer de les sensibiliser. Mais je veux dire, c'est toute une culture aujourd'hui. Alors, mais il y a aussi la formation d'artisans. Voilà, après, il y a de la formation, etc. Mais pourquoi sensibiliser? C'est important, c'est une étape. C'est une étape avant la formation. Parce qu'on a très bien vu avec les jeunes qu'on a reçus, qui sont en CAP, 3e, etc., qui ont une vue très précise de vers où ils vont et qui n'ont aucune conscience de ce qui existe, pourquoi ça existe, quel est le sens d'aller vers ces matériaux. Donc, si vous voulez, la question de la sensibilisation, c'est aussi le récit de la construction. C'est comment on inscrit un projet de construction dans un récit. Quel sens ça a? Évidemment, c'est la nécessité de s'abriter. Mais avec quoi? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au territoire? Comment je m'implante dans ce territoire à partir du moment où je décide de construire, etc. Donc, vous voyez, donc l'idée de la sensibilisation pour nous, c'est une marche avant la formation. Pour rentrer dans la formation, pas pour dire pour avoir un métier après, pour comprendre pourquoi je vais faire ce métier. Dans quel sens? La considération des artisans, elle vient aussi du sens. Pourquoi je prends cet artisan qui a ce savoir-faire? Parce que ça a du sens pour moi, ça a du sens dans ma façon de vivre un espace. Donc, enfin voilà, le travail de sensibilisation, il est là pour nous, et après il y a la formation. Oui. Moi j'ai une question toujours par rapport à la sensibilisation, justement, qui est très importante. C'est aussi les particuliers vis-à-vis de l'entretien qui demande aussi par rapport au béton. Tout le monde rêve, je fais une maison où j'ai rien à faire pendant 50 ans, j'y touche plus. Est-ce qu'avec les particuliers, vous avez des retours sur ce côté-là, le fait d'entretenir? Est-ce que c'est des matériaux qui demandent plus d'entretien? Est-ce que cet entretien peut-être il crée un autre rapport avec la maison aussi? Je ne sais pas. Juste par rapport à cette idée, par rapport à l'expérience que tu as eue avec les étudiants, le travail qu'ils ont fait, ce rapport à la terre pour eux, est-ce que pour toi, tu as vu chez ces étudiants-là une attitude différente, une autre façon? Parce que moi, je sais que sur les projets qui sont exposés, il y a un projet qui m'a posé question, clairement, où j'ai demandé à l'étudiant quelle avait été sa relation à la terre pour arriver à ce projet-là. Donc cet étudiant-là, il n'y avait pas de relation à la terre, quelque part, mais qu'importe, il n'a pas eu cette relation. Non, mais en plus, c'est juste que dans la présentation des travaux, etc., voilà, il me semble que la matière déjà induit... Ah bah complètement, ça. Enfin, je pense que c'est dommage qu'il ne soit pas là. On n'est pas vendu, c'est pour ça. Pour en parler. Mais oui, alors après, nous, là, on a vraiment travaillé à une autre échelle, qui c'était justement l'idée du travail qu'on a mené avec les étudiants de deuxième année design, c'était de partir plutôt des panels et des possibles qui existent dans la construction en architecture pour se les approprier et les détourner à l'échelle du design et à l'échelle de l'objet et du mobilier.
On a vraiment, voilà, on est vraiment à une autre échelle d'intervention. Mais il y a eu énormément de projets, donc pas celui dont tu parlais, mais d'autres, parce qu'on a travaillé à la main sur des techniques vraiment très expérimentales et de recherche sur des mélanges de terre, des choses comme ça, et aussi en impression 3D qui a pu distancier le rapport à la matière, puisque certains étudiants sont passés directement d'un rapport de dessin, de modélisation, et la machine a produit l'objet. Donc il y avait une distanciation avec la matière. Mais par ailleurs, il y a d'autres étudiants qui ont travaillé au contraire sur cette découverte de la matière et des mélanges possibles, des expérimentations et le cru aussi. Parce que, et je trouve que cette sensation-là, ça va avec la question. Oui, Sherlock qui a travaillé sur les enduits et on avait croisé, alors là je parle sous le couvert des spécialistes. Au Mali, le travail sur la protection des murs en terre était fait par les femmes et sur les enduits. Et ils se sont aperçus au moment que le changement de société faisait que les femmes avaient une autre occupation et qu'on quittait moins l'enduit, parce que c'est devenu un art aussi que de faire les décorations. Et du coup, les bâtiments se dégradaient parce qu'il y avait notre fonctionnement social qui existait. Absolument. Ça voudrait dire aussi que l'on se remette en question dans notre fonctionnement social. Et on fait des beaucoup d'un coup. Mais il faut y penser. Oui. Et Charlone, elle a du coup à un moment, elle a arrêté de travailler avec la matière et elle s'est focus sur le soin qu'apporte le travail de la matière. Le soin de la matière, le soin du travail collectif, de la relation que ça tisse. Et justement, l'entretien devient le soin. Tout à fait. Même si c'est des matières simples qui rendent heureux. En fait, c'est vraiment ça le vrai truc. Moi, je vois beaucoup de chantiers traditionnels. La plupart des artisans gueulent sur leur travail. Ils ne sont pas heureux, ils s'en boucanent tout seuls avec leur matière. Et quand on travaille ça, ça nous rend heureux. Voilà. C'est une autre approche vivant. Il crée pour les gens qui habitent dans les eux, ils vont accéder à un espace vivant, donc ça change totalement la relation de son habitat à son humeur déjà, parce que ça joue aussi sur l'humeur. La matière joue sur tout un tas de choses. Hein. C'est un feuille électrique qui a une charge énergétique dans ces matières qui fait que voilà, on se sent bien. On va construire des asiles psychiatriques pour guérir ces grands malades avec des ambulaires, ça va faire beaucoup de bien. Moi, j'utilise une matière qui est très simple. C'est une argile qui est cuite par le cœur des volcans qui s'appelle la zéolite clinoptilolite, qui est une matière qui va dépolluer l'air ambiant, qui est foutue d'absorber du césium et de le recycler. Hein, on est sur une matière dépolluante totalement magique, qui est une argile. Je la mets en adjuvant dans mes enduits pour nettoyer les espaces intérieurs. Et quand on va remettre ça dans des cabinets de soins, ça va aider le soignant et ça va recycler les énergies qui ont été libérées pendant ces soins et qui vont laisser les espaces propres, sains, et qui vont pouvoir continuer à exister, parce que dans les chambres d'hôpital où tu as des gens qui étaient malades, ça attrape des maladies après. Tu vois. J'avais aussi une question. On a parlé de construction avec des matériaux naturels, terre, fibre, tout ça. Maintenant, si on part à la finition du bâtiment, à l'intérieur, chaque personne aime avoir sa propre identité. Si je veux apporter de la couleur à mon intérieur, qu'est-ce que je vais utiliser pour ne pas empêcher que la construction fonctionne comme elle doit faire? Il y a la couleur naturelle de la matière. Tiens, après, parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la question. En gros, il y a plusieurs cas. Si la terre elle est en mur porteur, là l'entretien se pose pas, parce qu'en fait quand on parle d'entretien, on parle de finition intérieure finalement. Enfin, là où les gens vont se questionner, c'est alors il y a un extérieur aussi en effet. Mais par exemple la terre souvent est quand même plutôt mise en intérieur. Enfin en tout cas l'enduit terre en finition il est plutôt mis en intérieur, et à l'extérieur on va plutôt mettre de la chaux de manière générale. À part sur le pisé où on a des gros murs qui sont pas enduits, où du coup là la terre est à l'extérieur, et où au bout de vraiment dizaines d'années, avec la pluie ça peut s'éroder, et en effet il peut y avoir un entretien, mais c'est pas là où il y a le plus d'entretien. Là où il y a besoin d'entretien en général c'est les enduits, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cultures où ils font même leurs enduits tous les ans, parce qu'ils sont à l'extérieur. En France en général on fait l'enduit à l'intérieur, donc là il n'y a pas besoin de refaire l'enduit tous les ans.
Par contre, il y a des cas où, en effet, il y a besoin de le reprendre. Typiquement, si tu fais un coup dessus, ou s'il a pris, j'en sais rien, s'il est dans une cuisine, qu'il a pris beaucoup d'huile, par exemple, parce que typiquement, ça peut un peu jouer le rôle de la hotte, finalement. Dans ces cas-là, en effet, ça peut arriver d'avoir à le reprendre. Et ce qui est intéressant par rapport à un placo où tu vas mettre un coup dedans et finalement tu vas devoir faire venir un artisan pour réparer ton placo, bah là, en fait, il suffit que l'artisan t'ait laissé un petit seau de la même terre et que tu prennes une éponge, déjà juste de le rééponger, ça va le réactiver. Et après, bah, si tu as eu un trou dans ton enduit, tu peux très bien venir le reboucher. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu peux assez facilement le réparer. Mais tu n'auras pas forcément besoin d'un entretien hyper régulier, surtout que selon aussi la volonté du maître d'ouvrage, on va appliquer des fixateurs ou non. Il y en a que ça va pas gêner que ça sable un peu, donc là on va rien mettre du tout. Mais il y a d'autres cas où il y a des gens qui veulent des trucs très lisses ou qui sablent pas du tout. On va pouvoir appliquer des fixateurs naturels comme la caséine ou alors ça il y en a des centaines, voire des milliers selon les cultures dans le monde. Ça peut être le figuier de Barbarie, ça peut être du blanc d'œuf, ça peut être des milliers de choses. Mais voilà, en tout cas, l'entretien en enduit intérieur n'est pas non plus énorme. L'entretien de la chaux en extérieur, il n'y en a pas. Ça vieillit, ça se patine, ça se bonifie en vieillissant. Voilà. Un béton va durcir, la chaux va garder sa souplesse et elle n'a pas besoin d'entretien. On voit bien, hein, Paul du Panthéon, c'est quand même 2500 balais le bordel. Il n'y a pas d'entretien. Fini Paris La Défense, on est à la 5e rénovation avec des injections de résine. Là, vous parlez d'enduit à la chaux? D'enduit de badigeon même. Badigeon, quand c'est bien fait, ça dure plus de 200 ans. Quand c'est bien fait. Ça patine. S'il y a eu des discontinuités, d'étanchéité, c'est-à-dire des coulures de non, mais je ne parle pas, je ne fais pas la comparaison en disant. Je doute juste de certaines qualité bien sûr. C'est juste pour dire que souvent on pose ces questions-là alors qu'en fait on les pose pas pour les matériaux conventionnels alors qu'en fait tous les matériaux ont besoin d'entretien. Pas besoin d'en parler. Ils en demandent de l'entretien. Un béton, il va durer 120 ans max. Il va durer 120 ans. Réfléchir aux cultures, réfléchir à ce qui est bien pour. Oui, il ne faut pas qu'il y ait du ruissellement dessus. Oui, voilà, il faut le protéger. La terre crue va demander un sérieux bon chapeau et des bonnes bottes. Il faut un bon toit, un bon soubassement. Enfin, il y a des règles, bien sûr, comme pour tous les matériaux, il y a en effet des règles pour que ça dure longtemps et qu'il y ait moins d'entretien dessus. Mais tous les matériaux ont besoin d'un entretien si on parle de centaines d'années, par exemple. Non, moi je parlais de régularité. Au niveau de l'enduit, il tient très longtemps. Effectivement, un badigeon, je dirais peut-être pas 300 ans, ou alors il est vraiment patiné. Mais effectivement, un badigeon, peut-être il faudra, au bout de 30 ans, peut-être remettre un coup de badigeon, un coup de chaud dessus, ça je suis d'accord. Et pour répondre à votre question, justement, Stéphanie a amené des nuanciers. Et la chaux se pigmente avec des pigments. On a vu les qualités de la terre, mais effectivement, la chaux, elle a aussi des bonnes propriétés. Elle est imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur d'eau, mais imperméable à l'eau. Elle est anti-bactéricide, fongicide, elle a de belles propriétés. On n'en parle pas assez. Et alors, comme on a une base blanche, effectivement, comme vous disiez, si on veut des couleurs, il faut mettre des pigments minéraux. Après, certains magasins de peinture vont mettre des couleurs à machine. Nous, on reste à la tradition avec des pigments. Voilà, comme une pâtisserie, on pèse au centième de gramme près. C'est des mélanges, des fois de pigments, Et tout dépend de ce que nous impose. Comme je disais, c'est des monuments historiques, on n'impose rien. On doit faire reproduire exactement ce qu'ils nous demandent. Si c'est les bâtiments de France, quelquefois on se cale à leur nuancier en fonction des villes. Et du coup, si on n'a pas la couleur, on va faire, comme on fait ici, des lichettes. Jusqu'à ce qu'on retrouve la bonne couleur par rapport au nuancier. Et là, on est, comme je disais, au centième de gramme, on est très précis. Voilà, des fois, c'est 1 pigment, 2 pigments, 3 pigments, 4 pigments. Voilà. Les belles couleurs apparaissent au bout de 3 pigments, oui. De manière générale. Oui. Mais bon, quelquefois, on doit se caler par rapport à des nuances. Les belles couleurs commencent à partir de 3 pigments différents. Après, les belles couleurs, c'est quelque chose qui est. un pigment seul ne va pas très bien fonctionner sur le blanc. Oui, ça c'est l'enduit minéral. Dès tu as 3 couleurs qui va pas bien se mélanger. Non, il ne va pas donner ce que tu veux, tu le vois naturel, ça ne donnera rien. Nous, dans la chaux, normalement, on peut faire comme chaux. Nous, on y rajoute une charge qui est le de marbre. Et du fait de beaucoup de marbre, ça modifie la potasser, l'écraser, la lisser, comme ici. Ici,
peut-être assez écran. Voilà, ici. Au niveau de la décoration, Moi, c'est la poudre de marbre. Oui, c'est de la poudre de marbre. On met pas de sable, nous c'est la poudre de marbre. Alors il y a plusieurs grands niveaux pétri, la triple micronisée, la double. Ici c'est une triple 0 et du coup on peut quand même décraser ici. Après pour avoir des choses très très fines, on va partir sur des poudres de marbre micronisées. Voilà, et là, c'est de la poterie. Oui. Voilà, on peut toucher si vous voulez. Mais on peut avoir des choses, voilà, comme... Vous êtes aussi applicatrice à votre... non, on n'applique pas. Et du coup, vous avez des artisans recommandés? On conseille, on forme pour l'application de ces produits. Oui, pardon. Voilà, ça c'est des badigeons de chaux, c'est entre guillemets comme une peinture, mais à la chaux. Donc nous, alors normalement c'est chaud et haut, traditionnellement, mais après en fonction des supports, il faut bien mettre, comme vous, c'est de la caséine pour fixer un température. Quelquefois j'utilise un peu du sel d'Alain, ça dépend effectivement des piments que je vais y mettre. Et voilà, donc ça c'est les badigeons de chaux qui sont comme une peinture. Après on a les enduits, comme vous avez vu là, chaux et poudre de marbre, intérieur-extérieur. Le badigeon il est intérieur-extérieur aussi. On peut également y mettre des glacis, des patines, pour avoir des effets de nuances, même si la chaux en elle-même a des nuances. C'est pas un aplat comme une peinture acrylique, où là c'est uni, là c'est vivant, en fonction de la lumière aussi, du temps, sa vie. Par exemple, l'hiver, elle va se charger d'humidité, elle va être plus foncée. L'été, elle va lâcher, comment dirais-je, oui, au niveau des hygrométries, elle va évacuer l'humidité qu'elle a et du coup elle va être plus claire. Elle va réguler l'hygrométrie. Voilà, en fait, elle a une capacité de régulation hygrométrique. Voilà. Ce que la chaux a, ce que l'argile a, ce que la fibre végétale a. Donc le tout associé, c'est un paradis. Il n'y a plus besoin de VMC, de mécanique qui va contrôler l'air pour le renouveler. Ça marche tout seul. C'est des murs qui fonctionnent comme le corps humain en fait. Nos pores respirent, les pores d'une maison doivent perspirer. C'est-à-dire laisser migrer la vapeur d'eau, la capter, réguler l'hygrométrie de l'air ambiant, etc. Et en fait, quand on s'isole, on s'occupe de tout ça. Dehors, il n'a pas du tout cette capacité de régulation hygrométrique. Il va peut-être un peu la capter, mais il ne sait même plus vers où il va la rejeter en fait. Parce que le placo n'a pas de perspirance, les peintures intérieures, c'est d'un poison, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 30 grammes sur les A+, on voit tout ça, on s'est bien fait d'enfler, ils disent A+. A+, c'est vachement bien. Et en fait, A+, ça contient déjà 30 grammes de composés organiques volatiles qui vont réessuyer tout le long de la vie de la peinture. C'est pas juste au moment de l'application, mais ces COV vont continuer à abonder dans notre air intérieur. Et cette peinture, dite microporeuse, va tuer le bois, par exemple, on sait. Et du coup, quand le bois il se rebelle, il a fait écailler. Il a fait s'écailler, et donc c'est une rébellion. Quand on met du ciment sur de la chaux ou sur un mur en pierre, au bout d'un moment, le mur il va se rebeller, il va enlever cette couche qui est imperméable et qui l'empêche de respirer. C'est comme si on foutait un armure à un bonhomme, 15 minutes, il y en a marre, il va virer son armure. Et sur des bâtis ancestraux comme ça, qui avaient des vraies matières, dès qu'on veut les bloquer devant derrière, il en a marre, il vire tout ce qu'on leur a collé dessus. Ou alors il meurt de l'intérieur. Pour apporter de la brillance à la couleur, ça se passe comment? C'est tout dans le serrage, c'est que du geste. C'est que du geste. Tu prends, tu peux rajouter, ça c'est un outil un peu spécifique, à travailler au CAUE. Traditionnellement, c'est un plateau trapézoïdal, puisque en fait, c'est plus moderne. C'est moderne. Mais en général, c'est un plateau trapézoïdal qui est avec des bords arrondis, et en fait, on va le garder un petit peu ouvert et on va l'espérer glisser. Et du coup, c'est ce qui rend doux. Après, on peut y rajouter une cire naturelle. Ou du savon noir. Ou du savon noir. Mais la brillance va être obtenue juste avec le marbre et la chaux. Et du serrage. Et le serrage. Ah, t'as arraché le bras, mais c'est un savoir-faire. Donc, du coup, par rapport au savoir-faire, voilà. pratiquement chacun vous faites de la formation. Obligatoire. Donc, les publics que vous rencontrez, c'est tout public et parce que depuis on dit qu'il y a des gens qui ne savent pas faire, mais a priori, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent faire, donc c'est qui qui veut faire?
différents publics. Nous, on ouvre des formations un peu grand public où tout le monde peut s'inscrire. Généralement, c'est beaucoup des architectes, soit jeunes, soit en exercice qui s'inscrivent, mais pas que. Ça peut être aussi des personnes qui sont curieuses de cette équipe-là. Ça arrive aussi qui ont des projets d'autoconstruction de tête, qui ont envie d'apprendre à être autonome pour faire des murs, des enduits, des choses comme ça. Mais ça, c'est un des types de formations qu'on propose. Donc, il y a aussi des gens maintenant qui nous appellent pour des centres de formation, des OPEC, ouvriers professionnels en éco-construction, qui sont des choses assez sérieuses. C'est là où il faut intervenir. Du coup, on accepte ce genre d'intervention parce que c'est pendant une semaine, on a un groupe d'étudiants qui sont là, qui ont un vrai parcours professionnel, qui en 9 mois, ils apprennent des techniques de construction différentes. Et ils sont courageux parce que c'est largement sous-payé. Ah ouais, c'est misérabiliste. C'est-à-dire que. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a dans toute la région PACA. Donc, voilà, dans chaque département. En gros, il y a le Gabion, qui est un centre de formation qui existe depuis longtemps, qui fait ça. Et il y a la SIC Tetris à Grasse aussi qui est ouvert. Et le Gabion, en tout cas, nous, on est plutôt basé sur Marseille. Ils ouvrent justement une formation ouvrière en éco-construction à Aix, donc qui commence à être proche de Marseille. Ils ont aussi une antenne à Man, à Fort-Quelquier. Donc c'est le centre de formation de la région en tout cas qui propose cette formation-là. Qui existe depuis 30 ans. En page 15, vous avez 4 centres qui sont en PACA. Et est-ce que, vous avez déjà répondu une partie à la question, vous pouvez évaluer, de façon assez pratique, le nombre d'entreprises dans la région PACA qui seraient, à Port-au-Sud, capables de pouvoir assurer les constructions en terre. Tout à l'heure, on a parlé du projet WIFI de l'entreprise, quelque part. C'est pas évident. Parce que, en fait, la question, là, je suis pas en tant que professionnel, et on va poser déjà la question, vous voulez me faire une maison en terre, oui, et on se retrouve avec personne. Par contre, on forme aussi des artisans sur chantier. Par exemple, le chantier où on a rencontré Guillaume, on accompagnait un charpentier qui a répondu à un chantier pisé sur l'île des Ambiers, et là, on l'accompagnait, du coup, pour être sûr que à la capitainerie des Ambiers. Ah, le capitaine du port intérieur. Et du coup, là notre rôle, c'était d'être à la fois artisan et à la fois de le former à cette technique pour que du coup, il puisse être autonome sur cette technique derrière. Et ça, c'est une chose qui peut être faite aussi avec des maçons ou des plâtriers. On peut aussi les former sur chantier. Ce sont des murs intérieurs, là. Là, c'était un mur intérieur. Mais ce sont des techniques qui s'apprennent rapidement, alors. C'est très simple. Les enfants peuvent mettre ça en œuvre. Souvent, les enfants peuvent travailler ces matières. Les enfants. Souvent, c'est beaucoup de temps. Comme en Chine. Souvent, le plus gros du savoir, c'est de savoir comment soit mélanger sa terre, soit à quel niveau d'humidité il faut qu'elle soit. Et après, il y a quelque chose à savoir, mais sur 2 semaines de chantier, 2-3 semaines de chantier, oui, l'artisan, il sait quand même faire une bonne partie des choses. Après, ça n'empêche qu'il peut demander conseil à certains moments, mais ça peut être une manière de, typiquement, un maçon, ou un enduiseur, typiquement quelqu'un qui sait faire des enduits, apprendre à faire des enduits terre, il faut lui apprendre comment formuler sa terre ou acheter sa terre, mais le geste de l'enduit reste le même finalement. Le geste, oui. Donc ça peut aussi passer par là, parce que pas toutes les entreprises ont le temps de faire 9 mois de formation non plus, il y a plein de cas différents, mais ça peut être une solution. Excusez-moi, à la dernière table ronde, il y avait le monsieur, alors je ne sais pas si c'est Envirobat ou Permahabitat, mais est-ce que justement c'était pas... C'est ça? Loïc Fressinet. Oui. Justement, c'était une personne qui mettait en lien un petit peu voilà, les gens, quoi. Donc c'est vrai que c'est une personne un peu ressource pour justement mettre, que ce soit les matériaux, les personnes qui savent faire, etc., autour d'un projet commun, quoi. Carrément. Mais après, c'est vrai que le travail de Loïc est vraiment indispensable sur tout ça, mais il ne peut pas faire de la magie non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui assurées en région PACA pour construire avec de la terre crue, en porteur notamment, etc. Donc il en existe au moins une ou deux. Il en existe. Et surtout en porteur, c'est plus compliqué d'être assuré que sur des enduits par exemple. Oui, en porteur, moi je parlais là. Parce que tu peux avoir du remplissage par contre, ça dédramatise déjà pas mal. Remplissage, c'est plus facile. Pisé porteur, il y en a très peu en France encore qui arrivent à être assurés. Effectivement, assurer, c'est difficile. Mais sur la maîtrise d'ouvrage public, si tu dépasses,
même si c'est un peu aberrant de faire diviser, après de ne pas le faire porteur. Tout à fait. Complètement Mais c'est une d'accord, première mais étape. on peut faire semblant. C'est mieux que stabiliser. C'est mieux Et que stabiliser. non, mais faut stabiliser. Bah oui, mais justement, il vaut mieux le mettre en remplissage limite que de le stabiliser en porteur. On fait un porte-poutre bois et en remplissage et on est sur de la construction terre et bois. Exactement. Un peu bizarre de faire dépiser ou de la construction terre sans utiliser un porteur, mais quand même ça rassure l'entreprise, ça rassure le bureau de contrôle, ça passe à l'assurance. Du coup, tu dédramatises un peu la chose. Il y a plein de crèches, de collèges faits en France avec de la terre. Bah, la capitainerie, c'est pour ça que c'était un charpentier. Tout à fait. Et qui peut être aujourd'hui. Mais c'est pas porteur. Non, c'est un remplissage justement. Et c'est en effet une aberration, mais c'est une première étape. Compliquée. C'est une astuce. Oui. Ouais. Je voudrais savoir. Juste. Ouais, non. J'avais une question. Là, j'ai compris la construction. Maintenant, si on veut passer à plusieurs étages, ça se passe comment? Est-ce que le béton intervient ou pas? Non. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Bah, aujourd'hui, avec les normes, on n'est plus trop autorisé à construire en grande hauteur en terre, mais par contre, il y a des immeubles à Lyon qui font 20 mètres de haut en terre, qui sont sur le béton et qui tiennent très bien. Au Yémen, dans plein de pays. Manhattan du désert, qui s'appelle la petite ville. Chiba. Donc il y a énormément d'exemples, même en France, qui tiennent depuis des centaines d'années, qui sont faits en terre, sur 20 mètres de haut et où il n'y a pas de béton ciment. Mais aujourd'hui, dans les normes, on ne peut pas construire un immeuble dans les normes, à part en remplissage. Mais pas en terre porteuse. On fait un ossature bois et puis on met de la terre autour. Ça va très bien, ça marche aussi. Mais on tourne autour du pot là, depuis tout à l'heure en disant les normes, pas les normes, il faut, il ne faut pas, est-ce qu'on est assuré, est-ce qu'on peut monter. Vous êtes des formateurs privés, manifestement, hein, vous avez une association, si j'ai bien compris. On a une SCOP. Une SCOP, bon. Est-ce que les relations avec les... Pardon? Non, je me demande à chaque fois pourquoi les gens pensent que c'est une association. Oui, non, mais c'était une mauvaise vue de ma part. C'est pas faux. Très bien, l'association. C'est moins contraignant. La SCOP, ça t'emmerde. Quelles sont les relations avec le pouvoir public? Mais je parle du côté normatif, des CSCB et tout ça. Est-ce que vous avez... Cratère qui existe depuis quand même 30 ou 40 ans de mémoire. Années 80, ouais. Où est-ce qu'ils en sont? Parce qu'ils ont fait bouger les lignes. Il y a les guides de bonnes pratiques qui sont sortis. Et ça s'est raté là. C'est très récent. Ça fait 2 ans. 2 ans. Donc c'est la dernière étape avant les règles professionnelles. Mais c'est très rare. Mais pourquoi le CSTB c'est tenu par qui? C'est tenu par des industriels. Oui, non, mais les industriels, ils n'ont aucun intérêt. On en est le à la durabilité de la terre. Des gens qui sont contre. Voilà. Grâce à Saint-Gobain, il n'y a pas d'emprise. Voilà. Du coup, ça met 40 ans à sortir. T'inquiète pas, Saint-Gobain, il fait des immeubles en terre crue. Non, c'est pas caractérisable. C'est assurable. Du moment où c'est pas caractérisable de manière industrielle, les CSTB, ils s'en foutent. D'une part, naturellement, ils s'en foutent, ils ne veulent pas prendre le risque. Parce que si tu n'as pas la même terre au même endroit. Et pourtant, le bois et la paille, c'est rentré dans les normes, et les pailles sont toutes différentes et les bois sont tous différents. Oui, mais la paille n'est pas porteuse non plus. Pour faire de la paille porteuse, c'est compliqué. Et les bois, il n'y a que certaines essences qui sont coupées d'une certaine manière. Si tu parles des feuillus, il y en a très peu qui peuvent être utilisés en bois structurel. Aujourd'hui, ça en commence. Si on parle des bois, on pourrait parler du bois vert. À ce moment-là, on pourrait se poser la question comment construire un bois vert. Il y a des charpentiers qui savent le faire, très peu. Mais là aussi, c'est tout un discours parce que, je veux dire, c'est la même chose. Les bois qui est réglementé et qui passe à normes structurelles, c'est les bois industriels. C'est celui qui vient des Sibéries, qui a des bois techniques qui sont traités, etc. Donc là aussi, on est très loin de... Ben oui, mais c'est les normes. Mais donc, comme je disais, on y va, ça va bouger, ça va bouger. On est d'accord. Et ça avance. Et puis là, on parle de construire, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que l'urgence, elle est aussi à rénover, réhabiliter. 80% de la ville de 2050 est déjà là. Est-ce que ce déjà là est prêt à assumer les changements climatiques qui arrivent, etc.
Donc il y a déjà un endroit où ces matériaux-là ont une vraie valeur ajoutée et un rôle à jouer important qui est sur la réhabilitation, la rénovation, et que peut-être c'est par cette porte-là qu'on ira vers la construction et la possibilité de construction. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui par rapport à cet enjeu aux enjeux qui sont devant nous, de se poser la question de la réhabilitation, la rénovation, comment on fait déjà à ce niveau-là, qui est vraiment une problématique pour les années à venir. On est vraiment, plutôt que de construire, peut-être qu'il y a à rénover, peut-être qu'il y a des espaces, des friches habitat, des friches industrielles, etc., qui doivent être aujourd'hui réinvestis, et ces matériaux-là auraient toute légitimité à pouvoir apporter leur... Elles sont déjà en relation avec le bâti. On est dans une projection de construction, ce qui est important, puisque c'est important aussi de développer ces techniques-là, mais je pense qu'il y a quand même une préoccupation aujourd'hui vraiment très très importante, vraiment, d'essayer de se dire comment on fait avec ce qui est déjà là, qui sera là en 2050, qui n'est pas prêt à assumer les écarts de température auxquels on va devoir faire face, aux inondations, enfin voilà, toutes ces questions-là, la chaleur, etc. Les maladies, enfin voilà, tout ça est lié, donc je dirais que voilà, au-delà de l'acte de construire, il y a l'acte de prendre soin de ce qui est là, de ce qui est déjà là. On l'a vécu fortement avec la pandémie, hein, c'était prendre soin, mais le bâti est un espace vivant, donc c'est aussi un espace dont il faut prendre soin, et voilà, et je pense que ces matériaux-là auront leur rôle à jouer. L'idée de ces débats, de ces tables rondes, c'est aussi de donner la parole à des acteurs qui pratiquent, qui ont une pratique, qui ont des convictions, qui ont une façon de penser les choses. Et pour nous, c'est important qu'il y ait cet échange, qu'il y ait ce dialogue, etc. Et pour dire qu'on est un espace de dialogue, de sensibilisation, voilà, et d'aide à la formation. Je veux dire qu'on est en train de vivre une époque qui nous remet en question sur beaucoup de choses par rapport à la fabrique du territoire, comment vivre un territoire. Donc il nous remet tous en question. Et je pense qu'il est important d'avoir une écoute ouverte, de re-questionner ces certitudes, de penser la mixité des moyens, aussi bien humains que de matériaux, etc. On ne va pas changer une mono-utilisation par une autre mono-utilisation. Enfin, je veux dire, c'est comment on arrive à tisser des liens entre ce qui existe, ce qui est vertueux, les compétences des uns des autres, etc. Le besoin, on a vu des projets en pierre, par exemple, où la semelle a été faite en béton parce qu'on n'avait pas les pierres. C'est une solution aussi, et je pense qu'il ne faut pas, voilà, il faut l'entendre et faire avancer les choses par étapes, avec des gens qui sont convaincus et qui peuvent aller jusqu'au boutisme. C'est important, cet engagement-là. Mais voilà, c'est comment on pense les choses de façon ouverte pour avancer vers le mieux. Et c'est à ça que servent ces conférences, ces rencontres, ces échanges. Et du coup, je vous remercie. Je vous remercie, vous, des questions et de l'apport d'informations, etc.